Alors, bonsoir à toutes et à tous. Vous entendez bien là? Alors, vous savez que... Celui-là? Celui-là? Ah non, c'est trompé, c'est à l'envers. Regarde. C'est bon. Magnifique. Alors, vous savez qu'on est en train de lire les parachiotes des plaies, et il y en a une qui est particulièrement marquante, c'est la 7e plaie, la plaie où Hachem envoie le barad, il envoie la grêle, une graine très spéciale, parce que c'est marqué que chaque boule de grêle, elle faisait un téphar, ça veut dire à peu près 10 cm, une boule de pétanque, d'accord? Donc imagine une boule de pétanque qui tombe du ciel, et que cette boule, elle se cassait en deux, il y avait du feu qui sortait, et de ces flammes, il sortait encore des boules, ouais, et des boules, il sortait encore des flammes, c'est un massacre. Maintenant, étant donné que c'est la 7e plaie, donc les Égyptiens, ils ont commencé à être habitués que ce que dit Moshe Rabbeinu, ça s'accomplit, mais quand même, c'est marqué là-bas dans le passouk, Ve'abema asher imatse bassadeh, et tous les animaux qui seront dans les champs, Velo yasef abaïta, qui ne seront pas ramassés, qui ne seront pas ramenés dans les maisons, Vayered alehem abarad vametu, et va tomber sur eux la grêle, et ils vont mourir. Et après, il y a un langage bizarre, Ayare et dvar Hashem, celui qui craindra la parole d'Hachem. Maintenant, Hachem, c'est Moshe qui s'adresse aux Égyptiens maintenant, ouais. Il leur dit, celui qui craindra la parole d'Hachem, mais avde paro, parmi les serviteurs de Pharaon, enis et avadav. Il va sauver ses serviteurs. Il va leur dire, écoutez, demain il va y avoir une catastrophe naturelle, alors je vous conseille de rentrer. Non, il y en a qui vont le faire. Et Mikneu et son troupeau, et la bâtime vers la maison. Ça veut dire il va protéger, il va ramener ses serviteurs et son troupeau à la maison. Et après, c'est marqué dans le passage d'après, va hacher l'osam libo. Et celui qui placera pas son cœur, celui qui portera pas attention, celui qui sera pas sensible, el dvar Hashem, à la parole d'Hachem, va Yaazov et avadav, qui va abandonner ses esclaves, va et mikneu et son bétail, va s'aider dans le champ. D'accord. Alors c'est très intéressant, d'abord le principe lui-même. C'est-à-dire que ça fait 7 fois, d'accord? Ça fait 7 fois que les plaies, elles arrivent. Et ça fait 7 fois qu'on leur promet, et ça fait 7 fois que ça s'accomplit. Alors, comment il y a encore des gens qui ont pu croire que ça n'allait pas arriver? C'est comme si tu te fais cambrioler 7 fois le jour de Rosh Hashanah, 7 années de suite. Donc la 8e année, tu sais qu'ils vont venir. Maintenant, tu as 2 solutions. Ou les gars, c'est des religieux, parce qu'ils viennent juste le jour de Rosh Hashanah, parce qu'ils savent que tu n'es pas là. Ouais. Soit ils sont très chanceux, parce qu'à chaque fois, par hasard, ils retombent sur le jour de Rosh Hashanah. Mais en tout cas, tu vois qu'il y a une réalité qui existe. D'accord? Donc ici, c'est pareil. Les Égyptiens, ils ont vu que 7 fois de suite, ils ont pris la tréha. 6 fois de suite. La 7e, c'est la grêle. Et quand même, il y a quand même des gens qui n'ont pas réagi, ils n'ont pas prévenu leurs serviteurs, ils n'ont pas ramené le bétail, et tout a été massacré. Parce qu'imaginez une pluie de poules de pétanque. C'est un massacre. Alors ce qui est intéressant, c'est là-dessus qu'on va essayer de réfléchir, c'est comment c'est possible que les gens, ils savaient, ils n'ont pas réagi. Ouais, les gens, ils connaissent, et ils ne bougent pas. Ils comprennent, ils ne réagissent pas. Premièrement. Deuxièmement, le langage, il est bizarre. Parce que c'est marqué, Ayere et dvar Hashem, celui qui craindra la parole d'Hachem. Donc celui-là, il va rentrer ses animaux. Et après, c'est marqué, Ve Hashem lo sam libo, et celui qui n'a pas mis son cœur. Non, il fallait marquer, et celui qui ne craint pas Hachem, celui qui craint Dieu, il va rentrer ses animaux et ses serviteurs, et celui qui ne craint pas Dieu, il va prendre la tréha. C'est normal. Mais pourquoi ce langage-là de Asher lo sam libo? Ouais. Alors c'est le Rav Chaim Shmulevitz qui développe ce sujet. Après, j'ai un peu élargi, mais il faut dire les choses au nom de leur auteur. Donc cette notion-là, c'est là-dessus qu'on va essayer de réfléchir, qui est une notion très très importante, puisque finalement, elle peut changer la vie de quelqu'un, un peu comme chaque cours du mardi, si vous avez remarqué. Mais c'est quoi? Que Sam Libo, c'est quoi Simatlev en hébreu? C'est un mot bizarre, parce que
Nous, en français, on dit porter son attention, ou alors prendre à cœur plutôt qu'à carreau, d'accord? Mais qu'est-ce que ça veut dire quoi, simlève? La simlève, tu prends ton cœur et tu le mets dedans, ouais, tu le mets dessus. Ou tu prends la chose, tu la mets sur ton cœur. Par exemple, tu es dans la maison et tu veux savoir s'il fait froid. Je suis rentré hier matin, du Canada. Il faisait très très froid. Il faisait moins 21. Là, tu te sens comme un produit Picard. Ça te fait bizarre, d'accord? Mais c'est quoi l'idée? Pensez à la souffrance des haricots verts, les pauvres, ils n'ont rien fait, d'accord? Donc, que la personne, elle ne sent pas le froid parce qu'elle est dans la maison. Mais j'ai pensé à ça parce que j'étais en train de regarder le paysage et puis j'ai mis la main sur la vitre, là-bas au Canada. Elle était glacée. J'ai dit, mais attends, il y a du triple vitrage. Vous savez comment ça se passe là-bas? Il y a une fenêtre avec un double vitrage. Après, il y a à peu près 5 cm, 10 cm d'air. Et après, il y a encore une vitre. Et la troisième vitre, celle qui est de ton côté, elle est glacée. Alors la vitre qui est de l'autre côté, elle est comment? Après, je me suis dit, le mur, comment il est? Le mur aussi, il est froid. Mais il est à l'intérieur, il est froid. C'est-à-dire que le froid extérieur, il est tellement fort qu'il traverse. Il va geler le mur. Et le froid, il va arriver jusqu'à... Moi, j'aurais dit le contraire. Moi, je croyais que la maison, elle est tellement chaude qu'elle va réchauffer le mur jusqu'à l'extérieur. Non. C'est le froid qui rentre, c'est pas le chaud qui sort. Non, la même chose, quand tu vis une réalité. Pourquoi tu vas être sensible à ça? Ou... Qu'est-ce qu'il veut? Ouais. Pourquoi tu vas être sensible à ça ou tu vas pas être sensible? Fatigue. Ouais. Pourquoi tu vas être sensible ou tu vas pas être sensible? Alors cette notion-là, on la retrouve chez Bilam. Bilam, si vous avez connu, c'était un prophète. Maintenant, ce monsieur-là, il était très spécial, parce que d'un côté, c'était un prophète, d'un côté, il arrivait à percevoir la grandeur de Dieu, d'un côté, il croyait en Dieu, mais il avait un comportement très, très bizarre. Parce que c'est marqué dans le passage que quand il a fait sa prophétie, quand il a vu la beauté du camp d'Israël, il a dit un mot bizarre. Il a dit « Tamut nafshi mot yesharim » que ma mort, elle soit la mort des gens droits. Et c'est de qui il parlait? De Avraham, Yitzhak et Yaakov. C'est ce monsieur-là, Bilam, qui était un prophète, il a eu une ambition, il a eu une poussée comme ça, spirituelle, de se dire, tiens, moi je voudrais mourir comme les tzadikim, comme Avraham, Yitzhak et Yaakov. Le seul problème, c'est que ce même monsieur-là, il avait un problème. Il avait même plusieurs. Premièrement, il était très cupide, d'accord? Il cherchait toujours l'argent. Deuxièmement, il était tordu dans sa tête, parce qu'il avait un orgueil incroyable, et il pensait que tout lui revenait. Troisièmement, il avait des mœurs bizarres. Parce que le passou qui dit que, vous savez, tout le monde connaît l'histoire, que son ânesse a eu un miracle, elle s'est mise à parler. Et là-bas, le passou qui dit, Asher, il dit, Velora de la chez Ani oselecha rechivut bayom veishut balaila. L'ânesse, elle a parlé à Bilam, elle a dit, pourquoi tu me frappes alors que moi, tu me chevauches le jour, parce que je te porte, je te transporte, et la nuit, je te sers de femme. Ça veut dire qu'ils ne jouaient pas au Monopoly les deux. Ouais. Mais alors comment quelqu'un qui a des relations avec son ânesse, il peut prétendre avoir la mort d'Avraham, Yitzhak et Yaakov? Mais c'est bizarre. Ben oui, c'est ça le problème. Le problème, c'est la distanciation entre tes ambitions et ta réalité. Le problème, c'est la distance entre ta connaissance et ton vécu. Entre ton statut, oui, et tes choix. Comme le gars, il sait qu'il est marié. Je dis, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de draguer la cliente? Ah, écoute, on se connaît. Mais quand tu te mêles, qu'est-ce que tu veux? Ou les gens, ils se vexent, par exemple, parce que tu as dit ce qu'ils font. Mais ça ne te dérange pas de les faire. Ce qui dérange, c'est qu'on le dise. Mais qu'ils font ce qu'ils font, ça ne les dérange pas. C'est que d'être incohérent, c'est pas dérangeant. Mais qu'on dit que je suis incohérent, ça, c'est du lachonara. Mais tu n'as pas besoin de moi pour dire que tu es incohérent, parce que de toute façon, tu la vis, ton incohérence. Tu as eu la preuve. C'est que si tu es tellement clair, viens, on en parle à ta femme. Non, elle n'est pas ouverte d'esprit. Tu la trompes. Comment veux-tu qu'elle soit ouverte d'esprit? Oui, mais il faut qu'elle me fasse confiance. Si je lui dis que je ne recommencerai pas, ça sera comme tout le reste, ça sera des mensonges. Oh, excuse-moi, ça m'a échappé. D'accord? Donc, cette logique-là, que la personne, elle a une distance, en fin de compte, entre ce qu'elle vit et ce qu'elle pense. Alors, il y a une Gemara incroyable. La Gemara dans Shavuot Daf E, elle parle d'abord d'un sujet un peu spécial. Vous savez qu'il est interdit de rentrer dans un état d'impureté dans le Beth Amikdash, dans le temple. D'accord? Maintenant, si quelqu'un a touché un mort, ou si quelqu'un a touché un reptile, ou si quelqu'un a serré la main à sa belle-mère, ah non, ça ne marche pas. D'accord? Donc, il devient impur. D'accord? Il devient impur. Non. J'ai pas dit que les belles-mères sont
impures. Mais j'ai pas dit qu'elles n'étaient pas un reptile. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand... J'exagère, c'est beaucoup plus grave. D'accord. Donc quand la personne, elle est rendue impure, alors elle n'a plus le droit de rentrer dans le Beth Amikdash. C'est une loi. Il ne peut pas rentrer dans un endroit saint en étant impur. Donc il y a tout un process, il doit se purifier, il doit rentrer au mikvé, et ensuite il peut rentrer. Maintenant, si quelqu'un, il est rentré là-bas, d'accord, et il est rentré en étant impur. Mais le problème, c'est que la gravité de l'interdit, elle dépend de la connaissance qu'il avait de son état. Alors la Gemara dit comme ça, Yedi'a Bechiyuv Korban, ouais, Bebet Mikdash Betuma. C'est-à-dire, quel est le degré de connaissance que quelqu'un doit avoir pour que ça soit considéré qu'il est rentré impur au temple? Il est impur dans l'absolu, il est impur, d'accord? C'est comme si toi, tu ne sais pas, mais tu t'es assis sur un alligator, tu ne le sais pas. Mais quelqu'un t'a vu, après tu te lèves, tu t'en vas. Mais quoi, toi, tu croyais que c'était un sac Vuitton. En fait, c'est un alligator. Donc maintenant, eh ben, tu es impur, tu ne le sais pas. Maintenant, si toi, tu sais que c'est un alligator, ouais, tu sais que tu as touché le reptile. Parce qu'il dit le Passouk. Il dit... Rabbi, il explique là-bas, c'est quoi cette connaissance que quelqu'un doit avoir pour être considéré comme chayav, c'est-à-dire qu'il est obligé de faire teshuva et d'amener un sacrifice en expiation. Il dit yediat bet rabo, ouais, shme yedia. La connaissance, si on traduit littéralement de la maison de son maître, ça veut dire la connaissance qu'il a eue à la yeshiva, la connaissance qu'il a eue à l'école, ça s'appelle une connaissance. De quoi on parle? Rachid explique yediat bet rabo, c'est quoi la connaissance de l'école? Ouais, chez l'amad, Bebet Rabo, parce qu'il a appris dans la maison de son maître, chez Anogia Betuma Atame, que celui qui touche de l'impureté est impur. Il le sait. En français, ça s'appelle la culture. D'accord? Ve'u Yodea, chez Irgish, chez Naga, lui, il sait qu'il a senti, qu'il a touché l'impureté. Aval, lo itbonen, la sum libo chez Nitma. Mais il n'a pas réfléchi pour mettre son cœur, pour prendre conscience, oui, qu'il est impur. Ça veut dire que le gars, il a vécu l'événement, il sait qu'il a vécu, il sait qu'il a touché, il sait que quand on touche, on devient impur, mais il n'a pas calculé qu'il est devenu impur. C'est pour ça que je donnais l'exemple du marié tout à l'heure. Le gars, il sait qu'il est marié, il sait. Tu l'attrapes, tu dis, mais t'es marié? Bien sûr, regarde mon alliance. Je dis, mais là, t'es en train de draguer, là. Ouais, mais tu vois le mal partout. Non, mais je t'ai vu, t'as donné ton numéro de téléphone, t'as fait des allusions plus que claires sur tes propositions à la fille. Mais t'es marié. Maintenant, il a d'un côté un gars dans sa tête qui sait qu'il est marié culturellement, et il a un autre qui est en train de draguer. Alors combien vous êtes là-dedans? Donc la question de la Gemara, c'est quand est-ce que ça s'appelle une yédia? Une yédia, c'est une connaissance, t'as une culture. Ouais, comme quelqu'un, il sait qu'il est juif. Quelqu'un, il sait que Shabbat ne peut pas prendre la voiture. Quelqu'un, il sait que le cochon, c'est pas cachère. Mais comme on est à Tel Aviv et que c'est écrit en hébreu, donc il le mange. Je dis, mais c'est du cochon. Oui, mais c'est du cochon israélien. Il a été élevé à côté de Cholon. Donc c'est un cochon, peut-être même qu'il a eu la Brit Mila. Ouais, un cochon de chez nous. Ce qu'on appelle un cochonou. D'accord? Mais tu dis, mais c'est du cochon. Maintenant, le gars, il sait que c'est du cochon. Il sait que c'est assourd de manger du cochon, mais il mange le cochon. Comment il fait? Pourquoi? Ce qui est marqué ici. Il a la yédia, il a la connaissance, il a la culture, mais lo itbonen la sum libo shenitma. Regardez les mots, comment ils sont puissants, c'est Rashi, d'accord? Lo itbonen, il n'a pas réfléchi. Maintenant, c'est très intéressant que le mot les itbonen, qui veut dire réfléchir, parce qu'il y a plusieurs verbes qui veulent dire réfléchir en hébreu, ouais. Mais ici, les itbonen, ça vient de bina, qui est une forme d'intelligence pour distinguer les choses. Et c'est aussi bonnet. Bonnet, c'est quoi bonnet? C'est construire. Alors, vous savez, en français, quand on dit ton raisonnement n'est pas construit, ou alors il a un raisonnement extrêmement construit. C'est-à-dire que ton raisonnement ne tient pas compte des lois de causalité. Les transitions dans ton raisonnement ne tiennent pas la route. Il manque des transitions. Tu dis un peu n'importe quoi. Genre, toi, tu te comprends, les autres ne te comprennent pas. Ça s'appelle que tu n'as pas été mitbonen. Donc, mitbonen, c'est une réflexion qui est construite. D'accord? Mais après, c'est marqué l'idbonen, la soum libo. C'est-à-dire qu'il n'a pas réfléchi pour la soum libo. C'est quoi la soum libo? On a dit, si matlev, tu prends ton cœur et tu mets sur le cœur. Maintenant, c'est quoi le cœur? Bon, on a déjà expliqué ça plusieurs fois, mais comme on voit des têtes nouvelles, et puis que c'est pas grave si vous l'entendez 2 fois, au pire, vous comprenez pour la première fois, même si vous l'entendez pour la deuxième, ouais, c'est que le cœur, c'est pas l'endroit des émotions. Ça, c'est la Martine, ouais. C'est pas l'endroit des vibrations, ça c'est Johnny, d'accord?
c'est pas la pompe qui envoie du sang dans tout le cœur, dans tout le corps. Le cœur, c'est quoi? C'est le centre de la personne. Ça s'appelle Merkaz Adam, le centre de l'homme. Et en vérité, cet endroit-là, où le vrai moi il est, ouais, ça s'appelle en français la source de l'impulsion première. Pour ça que toujours Rav Dessler, il dit Alev ou Ametsiout. Le cœur, c'est ça la réalité. C'est-à-dire ce que tu es vraiment, pas ce que les gens pensent que tu es, pas ce que tu espères être, pas ce que tu voudrais que les gens croient que tu es. Ce que tu es vraiment, c'est ton cœur. C'est l'intérieur. D'accord? C'est ton intériorité. Pour ça que j'ai dit souvent, faites l'effort de fabriquer un espèce de portrait robot de votre intériorité, parce que vous serez troublé de l'inconnu que vous allez découvrir. Vous savez, quand il y a eu une attaque, ou la police, elle attrape les témoins, elle dit, bon, écoutez, on va essayer de faire un portrait robot. Alors, comment il était grand, il était mince, pas trop, et il a une longue barbe avec de l'humour. Ah, je le connais, d'accord. Donc, c'est un portrait robot. Maintenant, chacun d'entre nous, normalement, il devrait être capable, dans la mesure du possible, ouais, où il a l'ambition quelque part de vivre sa vie, de faire un portrait robot de son intériorité. Parce que pour se connaître, il y a deux manières. Soit tu vas demander aux psy et aux gens qui t'aiment de te définir, mais ça, il faut déjà avoir travaillé son amour-propre, parce que c'est difficile d'accepter une définition qui vient de l'extérieur. C'est très mal vécu chez les susceptibles. Ouais, c'est comme une forme d'agression. Soit tu vas faire ce travail toi-même, d'envoyer un sonar à l'intérieur de toi pour faire le relief de ton intériorité. D'accord? Donc tu vois que l'intelligence t'a atteint ça, tu vois que la lourdeur t'a ça, au niveau de la flemme t'es comme ça, au niveau du positivisme t'es comme ça, au niveau de la compréhension t'es comme ça. Tu fais un portrait robot de toi. Tu dois te connaître. Tu dois avoir cette capacité, à chaque instant, de savoir qui tu es. Maintenant, quand tu sais qui tu es, tu ne sais pas encore ce que tu vis. Parce que c'est un peu ça le problème. Oui, parce que tu as une personne qui est et une personne qui vit. C'est pour ça que je vous ai dit souvent, il est trop fort, l'Yetzara, il est trop fort. Il me coule la connexion quand le cours est super. Je devrais faire des cours bidons, comme ça marcherait bien. Attends. Vous énervez pas, hein. Vous suivez l'incident en direct. C'est mieux qu'à la télé. C'est extraordinaire. C'est quel téléphone, ça? Au secours, au secours. Comment je vais faire? Bon, je crois qu'on va arrêter le Facebook. Hein. C'est celui-là. Excusez-moi, alors on reprend, pour ceux qui sont encore là. Donc on a dit que la personne, elle sera obligée d'amener un korban, parce que elle avait, d'après Rabbi, ça suffit, elle avait la connaissance, c'est-à-dire elle avait la connaissance intellectuelle que c'était interdit de rentrer impur. D'accord? On a dit que la personne, elle s'est rendue compte qu'elle a touché le reptile, d'accord? Elle le sait qu'elle a touché le reptile, mais elle n'a pas réfléchi pour prendre conscience que son statut, il est impur maintenant. Donc il y a fait une différence entre son vécu, d'avoir mis la main sur l'objet, sur le reptile, et le fait de devenir impur, que son statut l'a changé. D'accord? Comme des femmes qui trompent leur mari, qui m'appellent, me disent, ah mais Chitrit, comment on fait pour Shalom Bayit? Je dis, mais attends, mais vous êtes interdit à votre mari? Ah non, mais non, c'était juste sexuel. Je dis, mais ça suffit largement. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Ouais. Donc des fois, les gens, ils ne se rendent pas compte qu'il y a des conséquences à ce qu'on fait. Dans les choix qu'on fait, il y a des conséquences. Tu ne peux pas pousser quelqu'un par la fenêtre, après dire Mehila. Ouais, on voit sur sa tête qu'il t'accepte la Mehila, enfin, pour ce qu'il en reste. D'accord? Parce que marqué ici, que Chisaron, Simatlev, que le manque de sensibilité, ouais, parce qu'on a expliqué que le cœur, c'était la réalité de quelqu'un. Maintenant, dans ma réalité profonde, est-ce que l'événement, il est arrivé à ma réalité? Maintenant, moi, des fois, c'est à moi de me sensibiliser, d'accord?
je vais participer à des choses, je vais rencontrer des gens, je vais m'impliquer pour une cause, et maintenant ça me touche parce que je suis impliqué dedans. Ou alors des fois c'est le contraire, c'est quand de plein fouet, j'entends un événement, je vois une scène qui me touche et je me mets à pleurer. Donc dans les deux cas, la chose a atteint mon cœur. Maintenant, tant que la chose n'atteint pas mon cœur, soit parce que je suis insensible, soit parce que moi j'arrive pas à me sensibiliser, donc une fois ça peut venir de moi, une fois ça vient de l'événement, alors ça s'appelle qu'il n'y a pas de simatlev, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, la chose n'a pas été prise à cœur. Alors si c'est comme ça, ça veut dire qu'il faut arriver à comprendre, en fin de compte, c'est que quand est-ce qu'on considère qu'un événement il est vécu? Ouais. Un événement il est vécu, c'est pas seulement parce que tu as la connaissance de l'événement, c'est pas parce que seulement tu as la conscience de l'événement, la conscience c'est-à-dire le lien entre toi et la réalité, c'est pas seulement parce que tu as la volonté de l'événement, et oui, il faut que les quatre soient réunis avec le vécu de l'événement pour que ça s'appelle que tu as vécu la chose. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ça veut dire que tout ce qu'on vit sans être sensible, ça ne s'appelle pas que tu l'as vécu. C'est pour ça qu'il y a des gens qui arrivent un matin et qui disent écoute mon amour, j'ai bien réfléchi, je t'aime plus. Et tu te dis écoute mon amour, on a 21 ans de mariage, 4 enfants, tu vas prendre une douche, un Xanax, enfin tu vas faire un truc. Non, je t'aime plus, j'ai réfléchi, je t'aime plus. Finalement, je t'ai jamais aimé. J'ai compris, grâce à ma secrétaire, que je t'ai jamais aimé. J'ai pris conscience. Non, je crois que t'es passé d'un délire à l'autre. T'avais un délire, ouais, que tu croyais que tu m'aimais. Maintenant, t'as un autre délire, que tu crois que tu l'aimes à elle. Tu passes d'un délire à l'autre. Parce que ça n'a jamais été quelque chose que tu as vraiment ressenti à l'intérieur. Ça ne s'est pas inscrit dans ta réalité émotionnelle. Maintenant, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui croient que quand ils savent quelque chose, ça veut dire que ça fait partie d'eux. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui font des lourdeurs, et quand tu les reprends, ils te disent « mais je sais ». Moi, je pose la question, à quoi ça sert de savoir? Il vaut mieux que tu ne saches pas. Oui, parce que si tu sais, et que tu fais le contraire de ce que tu sais, tu as un vrai problème. Ça s'appelle en français la distanciation. C'est-à-dire la distance qui existe entre toi et tes choix, et toi et les conséquences de tes actes, et toi et ton acte. Parce que tu sais que tu vas rater l'examen, tu ne fous rien. Non, pourquoi il y en a qui l'ont sans rien faire? Tu vas le rater, toi, rien que toi, tu vas le rater, le seul. Ouais, c'est pas possible. Tes copains, ils font 16 heures par jour de prépa. C'est une prépa HEC très très dure. Et toi, tu es au café, tu t'amuses sur ton Facebook, mais tu vas rater l'examen. Ouais, tu me maudis, tu me mets la inara. Mais non, tu fous rien. Tu fous rien, c'est pas possible. Tu dois attraper, manger 19 000 pages. T'as pas commencé une. Tu dis, ouais, mais au dernier moment, j'aurai l'inspiration. En plus, j'ai mangé des mezouzotes. Mais non, ça sert à rien. Tu fous rien. Ton avenir, il est tracé. Tu peux t'inscrire à l'année prochaine. Tu pars en vacances, travaille chez McDo une semaine jusqu'à la fin de l'année parce que de toute façon, tu fous rien. Tu vas pas l'avoir. Ah, tu vois, tu m'aimes pas, au fond, tu m'aimes pas, tu me fais pas confiance. Mais tu sais même pas qui tu parles. Parce que la personne, elle sait qu'elle fout rien. Elle sait que ça demande beaucoup de travail pour réussir. Mais quand même, elle pense qu'elle va réussir. C'est une maladie. Ouais, ça s'appelle l'insensibilité. Nous, on appelle ça l'inconscience. Ouais, mais c'est quoi la conscience? La conscience, c'est l'arc électrique qui s'établit entre toi et la réalité. C'est comme quand tu vois sans voir. Tu es comme ça, tu es en train de digérer. Ouais. Moi, tu penses à autre chose, ta tête, elle est ailleurs. Puis il y a un gars qui se met devant toi. Et tu ne le vois pas. Après, il te fait. On appelle ça en français voir sans voir. Ça s'appelle voir sans voir. Tu vois qu'il est là, mais tu ne le vois pas. Parce que tu n'as pas regardé, tu n'as pas porté ton attention, tu n'as pas capté que tu étais dans la réalité. Alors moi, je pose une question. On peut voir sans voir. Vous me suivez ou non? On peut voir sans voir. Maintenant, je pose une question idiote. On peut vivre sans vivre? Mais quelle différence? Vous voulez la preuve? Ça, j'ai lu ça dans un Rav Dessler cette semaine. C'est incroyable. C'est simple et c'est une bombe atomique. Un gars, il veut se lever le matin. Ouais. Il a un avion à 8h du matin, il faut qu'il se lève à 4h parce qu'il a 1 heure de route, 2 heures d'attente. Le gars, il dort, mais il n'a pas de réveil. Même il met le réveil. Il met le réveil à 4h. À 4h moins 2, il se réveille. Tac! Ouais, il éteint le réveil. Ouais, c'est bizarre. Vous comprenez ça? Donc tu sais que tu as un avion à 8h, tu te réveilles à 4h tout seul. Maintenant dis-moi, écoute bien, toi tu dors. Donc qui c'est qui t'a réveillé? Bah, tu dis, c'est mon inconscient. Alors je pose une question idiote. Si ton inconscient, il sait qu'il est 4h sans que tu regardes l'heure, comment ça se fait que toi, quand tu es réveillé, tu regardes l'heure toutes les 5 minutes?
Parce que tu ne sais plus quelle heure il est. C'est bizarre, non? 8 heures? Ah, mince. Regarde là, 8h15. Oh, ça passe pas vite, hein. À 8h20. Oh, mais pourquoi tu regardes? Il y a 5 minutes, il était 8h15. Tu as besoin de regarder? Donc, si vous avez bien suivi le raisonnement, qui est d'une simplicité abominable, ça sort un truc bizarre, c'est que ton inconscient est plus conscient que ton conscient. Non, j'ai rien fumé, d'accord? Ton inconscient est plus conscient que ton conscient. Donc maintenant, c'est possible que le gars, dans son inconscient, il sait qu'il est marié, mais dans son conscient, non. Oui. Dans son inconscient, il sait que c'est interdit de voler, mais dans son conscient, au téléphone avec le client, non. Il vole en toute conscience. C'est bizarre, non? Donc moi, je pose la question. Si l'inconscient ou le subconscient, il est plus conscient que le conscient, alors il faut travailler le conscient ou l'inconscient? Parce que vous avez compris maintenant que c'est l'inconscient qui est prioritaire sur le conscient. D'ailleurs, toi-même, tu le dis. Oh, excuse-moi, je l'ai dit, mais je l'ai dit inconsciemment. Mais inconsciemment, ça peut s'écrire en 3 lettres, en 3 mots, et c'est pas joli. Parce que si tu fais sciemment ce genre de choses, donc tu es inconsciemment, ouais. Il y a un temps de réactivité quand même, hein, on sent les nouvelles, d'accord? Donc c'est ça l'idée, c'est que, en fin de compte, ton inconscient, il est plus fort que ton conscient. Alors moi, je pose la question la plus idiote du monde. Est-ce qu'en fait, on travaille son inconscient pour avoir un conscient fort, ou peut-être qu'en fait, on travaille notre conscient pour imprimer des choses dans notre inconscient? Parce que nous, on veut que tu sois marié conscient et inconscient. On veut que tu sois honnête, conscient et inconscient. On veut que tu sois poli, conscient et inconscient. Mais si toi, dès que tu es plus conscient, parce qu'il n'y a pas que l'inconscient du coma, il n'y a pas que l'inconscient du mec qui dort, il y a l'inconscient de la colère, il y a l'inconscient des nerfs, il y a l'inconscient de la peur. Donc si à chaque fois qu'on débranche ton conscient, tu deviens méchant, tu deviens malpoli, tu deviens fou, tu deviens un malade, ouais, donc on a un problème maintenant. C'est que nous, on vit avec qui? On vit avec le conscient ou l'inconscient? Comme ça, ils disent les coléreux, toujours. Vous savez, c'est coléreux, c'est vrai, je suis coléreux. Mais je ne suis pas tout le temps coléreux. Hein. Des fois, je me calme. Et après, tout de suite, moi, je passe à autre chose. Hein. Je ne suis pas du genre rancunier. Ça serait bien que tu sois coléreux et rancunier. Double peine. Ouais? Non, ça ne m'intéresse pas que tu sois pas coléreux tout le temps. Parce que le danger du coléreux, c'est pas qu'il soit coléreux. C'est qu'il est coléreux de manière aléatoire. J'ai dit ça une fois à papa, mais il n'a pas compris. Parce que des fois, le cerveau, c'est une excroissance de l'estomac, donc il est mal utilisé. Je lui ai dit, mais c'est vrai que tu n'es pas coléreux tout le temps. Mais tes enfants, ils ont peur tout le temps. Parce qu'ils ne savent pas quand est-ce que tu vas te mettre en colère. Et le mec, il me répétait, ok, mais je ne suis pas toujours en colère. Faut pas me dire que je suis un coléreux. Parce que d'abord, je suis coléreux quand on m'énerve. Ouais. Et je ne suis pas coléreux tout le temps, bien que tout m'énerve. Mais si tu t'énerves parce qu'on t'énerve, ça veut dire que tu n'es pas maître de tes nerfs. Donc le Yetzirah, il sait où appuyer pour que ça fasse mal. Donc automatiquement, tu vas rencontrer des gens qui font des gaffes, automatiquement des gens qui te poussent à bout, automatiquement des situations qui sont insupportables, ouais, pour que tu sois le vrai pauvre type. Mais tu n'as pas compris. C'est justement quand ça t'énerve que j'ai besoin que tu maîtrises tes nerfs. C'est justement quand tu es déçu que je veux que tu sois capable de passer. C'est justement quand on t'insulte que tu dois faire le sourd d'oreille. C'est justement quand on essaie de t'embrouiller, ouais, et que tu veux améliorer la situation, que tu fais genre t'as pas compris. C'est là que j'ai besoin de toi. Ouais. C'est pas quand tu es inconscient que j'ai besoin de toi, c'est quand tu es conscient. Maintenant qu'au fond de toi, tu es quelqu'un de bien, c'est intéressant, mais on ne vit pas avec le fond de quelqu'un, on vit avec la personne. Sinon, il faut de l'espoir. Donc cette logique-là, c'est quoi? C'est qu'il faut que ton inconscient et ton conscient, ils soient sur la même ligne. Ça s'appelle en français la linéarité existentielle. Bon, c'est un mot que j'ai inventé. Ça sonne bien, ça peut se vendre. Donc, c'est marqué ici. Que pour ça que c'est marqué Ayeret Hachem, celui qui craint Hachem, oui, alors il va rentrer son troupeau, il va rentrer ses esclaves. Et celui qui n'a pas mis son cœur, on a compris maintenant pourquoi c'est comme ça. Pourquoi?
Parce que qu'est-ce que c'est la crainte de Dieu? J'allais croire la crainte de Dieu, la crainte du Seigneur, la crainte du ciel. Mais non, détends-toi. La crainte de Dieu, en fait, c'est une hyperconscience. On a la conscience, et on a l'hyperconscience. L'hyperconscience, c'est quoi? C'est une conscience au-dessus de la conscience. Maintenant, si ta conscience qui est au-dessus de ta conscience, elle est humaine, ça ne sert à rien, parce que tu vas négocier. Vous savez, un homme, il négocie avec sa personne, il négocie avec son cerveau, il négocie avec ses intérêts, il négocie avec son corps, il négocie avec tous les gens qui manipulent. Donc tu passes ta vie à négocier. Donc il faut que tu aies un être avec qui tu ne peux pas négocier. Comment il s'appelle? Le bon Dieu. Qu'est-ce que tu vas lui filer 100 euros? Qu'est-ce que tu vas dire si tu me laisses faire cette avéra avec la voisine, je pense au moins de mettre les téphilines. Il n'y a pas de négociation. Pourquoi? Parce que c'est l'absolu. Et toi, tu es relatif. Donc, dans le relatif, on peut embrouiller. Parce que relativement à ce que je dis, c'est vrai. Mais relativement à ce que je fais, c'est pas vrai. Toi, c'est ça la relativité. C'est grâce à Albert qu'on sait ça. Ouais. Mais Dieu, il n'est pas relatif. Il est absolu. Maintenant, quand toi, tu as une référence absolue, ça te permet de ne pas tomber dans les pièges de la relativité. Et c'est normal, parce que tu dis c'est assourd. Oui, mais pour moi, spécialement, c'est une mitzvah. Tu dis, mais elle n'est pas de chez nous. Bon, mais elle est en train de se convertir. Tu dis, mais bon, il ment tout le temps. Oui, mais c'est parce que vous ne le connaissez pas. Au fond, il ment par rapport aux autres, mais par rapport à lui-même, il ne ment jamais. Donc, de toute façon, tu peux tout cachériser. Il faut juste mettre le tampon. Ouais, cochon, pur porc, glatte. C'est très rare. Mais tu peux en trouver si vraiment tu insistes. D'accord? C'est normal. Ça veut dire que la personne, au fond, elle va réussir à cachériser ses erreurs. On peut même intellectualiser son Yetzer Hara. Quelqu'un ne va pas te dire « je suis un obsédé sexuel ». Il va dire « j'ai une tendance sophistiquée dans la perception de l'érotisme ». Non, t'es un obsédé. Ouais. Il ne va pas dire qu'il est un morphale. Il va dire « je suis un gastronome ». Parce que le gars qui se fait toute la Picardie en visite gastronomique et qui se bourre la gueule dans chaque vignoble, tu vas me dire que le gars, il est en train d'apprécier le patrimoine français. Non, c'est un alcoolique, mais cultivé. C'est tout. Maintenant, on peut tout intellectualiser. Regarde, les nazis, ils ont même intellectualisé la Shoah. Ils ont quand même réussi à convaincre des millions de personnes qui ne faisaient qu'éliminer la vermine. Et il y a beaucoup de gens qui ont dit, finalement, ils n'ont pas tort, parce qu'il faut bien la gérer, cette vermine. Donc, premier statut, tu expliques que c'est une vermine. Deuxième statut, tu dis qu'il faut l'éliminer. Eh bien, les gens, ils ont dit, c'est vrai, il a raison, quelque part. Ouais. Mais c'est intéressant, ce quelque part. Parce que les gens, ils parlent toujours de quelque part, mais ils n'y vont jamais. Il me dit, bon, c'est pas bien ce que j'ai fait, mais quelque part, c'est une mitzvah, quelque part. Je dis, viens, on va dans ce quelque part et on va aller visiter le quelque part pour voir comment le quelque part, il a rendu cachère un truc qui n'est pas cachère. Il a rendu une mitzvah un adultère. Ouais. Il a rendu que frapper ses enfants, ça s'appelle de l'éducation. Viens, on va aller quelque part. Ils n'y vont jamais dans ce quelque part. Parce que le quelque part, c'est justement un endroit où tu mets tout ce que tu veux, puisque personne ne peut y aller. Quelque part. C'est vrai que les gens qui commencent leur phrase par d'ailleurs, il faut se méfier. Tu as d'ailleurs, c'est la même chose que quelque part. C'est ailleurs. Il y a un endroit qui s'appelle ailleurs. C'est très violent, parce que quand tu mets ton GPS, tu mets ailleurs. Quand tu arrives, ouais, tu crois que tu es arrivé ailleurs, on te dit, mais c'est pas ici, c'est ailleurs. Comme les gens qui parlent, et après, quand tu leur demandes de justifier, ils te disent, mais c'est pas ça que j'ai voulu dire. Tu sais quoi, fais-moi plaisir. Dis-moi ce que tu veux dire. Tu me dis, si je te dis ce que je veux dire, tu vas me juger. Alors que moi, je veux pas. Moi, je veux pouvoir toujours te dire, c'est pas ce que je voulais dire. Ok, bon, mais maintenant, là, il faut que tu me donnes une décision, là. Tu veux m'épouser ou non? Ah, il n'en est pas question. Mais ça fait 10 ans que tu me dis que tu m'aimes. Je te dis que tu m'aimes, c'est normal. Parce qu'un gars qui mange gratuit, il ne va pas demander l'addition. D'accord? Donc, je te dis que tu m'aimes. Tu m'as dit, dis-moi que tu m'aimes. Je te dis, je t'aime. Tu m'aurais dit, achète-moi un vélo. Je t'aurais acheté un vélo. Mais t'es un malade. Mais t'es un manipulateur. Mais t'es un fou. Je ne suis pas un fou, je suis un prestataire de service. Je distribue des sentiments pour des personnes qui me payent en nature. C'est quoi le problème? Mais t'es un malade, t'es une horreur. Mais t'es le Guéhinam vivant. C'est mon deuxième prénom. Ouais.
c'est quoi cette logique-là? Que la question, elle est de savoir, c'est pas comment ça se fait que le gars, il est tordu. La vraie question, c'est comment ça se fait que moi, je suis rentré dans sa vie. Pourquoi je suis sur la photo? Et ça, c'est plus problématique. Pourquoi? Parce que lui, dans sa pourriture, il était conscient. La preuve, c'est qu'il le fait de manière très, très professionnelle. Mais toi, jusqu'à quel point tu étais inconsciente? Parce que tu as bien vu qu'il draguait ta sœur. Tu as bien vu qu'il a mis un code sur son téléphone. Tu as bien vu qu'il avait d'autres emails bizarres. Tu as bien vu qu'il avait un autre pseudo sur Facebook avec 2700 amis IES. Et tu lui dis, mais je comprends pas pourquoi tu as besoin de parler à des filles, on parle tous les jours. Ah mais c'est ma vie, hein. Donc ça veut dire que tu ne fais pas partie de la sienne. Mais quand même, tu restes avec. Donc il y a ton inconscient qui te dit, là, je suis en train de manger du chien. Et tu as ton conscient qui te dit, ouais, mais il vient me chercher tous les soirs. Hein. Il a une belle voiture. En fait, tu es devenu une excroissance de siège auto. Mais tout cuir. La classe. Avec GPS intégré. Bientôt, on verra ta photo dans Auto Plus. T'es charmé par une voiture, toi? Mais on va tous finir dans une voiture. Je crois qu'on va y aller à pied à l'enterrement. Donc c'est ça qu'il faut analyser. C'est quoi cette distance entre la conscience que tu as, l'instinct qui s'allume en toi et ton vécu? Que tu peux sentir mal, tu peux te sentir mal et continuer. Ouais. Tu continues à rester avec la fille, alors que tu dis je l'aime pas, je la supporte plus, on n'arrête pas de s'engueuler. Mais alors qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de monter un immeuble sur du sable mouvant. Ouais. Et toi c'est pareil, tu dis ce boulot j'en peux plus, ça me donne des boutons, j'ai de l'eczéma, je suis pas bien. Mais ça fait rien, c'est pas moi qui va partir, je vais leur prouver, je vais leur montrer. Mais tu vas partir comment? Tu vas partir en dépression. Tu vas partir en craquage mental. Pourquoi faire? Pour prouver quoi? À qui? De toute façon, ils n'ont rien. Ils n'ont qu'un plaisir à détruire la personne. Et toi, tu t'inscris dans la logique de la cible. Tu te rends compte la tronche qu'elle fait de la cible quand tout le monde essaie de lui tirer dessus? Mais elle ne peut pas bouger, elle est en carton. Mais toi, tu es vivant, pourquoi tu ne te barres pas? Je vais leur montrer. Tu ne vas rien montrer du tout. Tu vas doucement. Ta conscience qui n'arrive plus à supporter, elle va partir dans l'inconscience. Elle va s'enfuir à l'intérieur. Et des fois, le moi, il va tellement loin à l'intérieur, dans le traumatisme, que c'est plus de la psychologie qu'il faut utiliser. C'est de la spéléologie. Le moi, il est parti au fond de la caverne existentielle. Ouais. C'est ça ce qui est marqué. Que la personne, en fait, elle a une perception intellectuelle. Elle comprend des choses. Elle saisit des choses. Elle voit des choses. Mais ça ne bouge pas à l'intérieur. Comme si on a débranché les câbles. Ouais. Comme si le signal d'alarme, il sonne. Et le mec, il n'entend rien. Et tu vois que ça sonne. Ben, ça sonne Vessimra. Il ne bouge pas. Ouais. Tu dis, mais là, quand ça s'allume, là, c'est qu'il y a quelqu'un qui a cassé la fenêtre du premier étage. Mais non, ça doit être un court-circuit. Écoute, je suis en plein match de la Coupe du Monde. Je ne vais pas descendre maintenant. J'ai l'air de quoi, là? Je le vis en direct, c'est l'événement de l'année, c'est la Coupe du Monde. Mais attends, la Coupe du Monde, les gars, ils sont en train de faire la Coupe de la maison, là. Ils sont en train de tout voler. Tu vois que ça sonne, non? C'est pareil. Ta femme, elle vient te voir. Mon chéri, on se parle pas assez, on se voit pas assez. Je suis difficile. Et puis, tu me parles pas bien, tu me fais que des reproches. Et puis, on fait rien ensemble. On kiffe pas, on fait pas de resto, on fait pas de soirée, on fait rien. Toi, tu dis, allez, arrête de prendre la tête, tu me saoules. Tu sais pas que j'ai assez de soucis au travail. Après, il dit, bon, au travail, j'ai un gars qui arrête pas de me parler. Franchement, ça me fait du bien de lui parler. T'entends rien, toi? Il y a un coureur qui court après ta femme et t'entends rien. Après, quand tu viens, tu dis, ah ben Chétrit, je vous en prie, appelez-la. Elle est partie, elle a quitté la maison, elle m'a laissé avec 4 enfants, elle est partie avec un gars. Le gars dont tu me parlais, le coureur? Je dis oui. Je dis, mais t'as pas vu les signes avant-coureurs? Vous l'avez pas vu venir. Pourtant, les vieilles. Alors, les anciennes? Bon, elles connaissent. J'essaye de me renouveler, mais c'est pas grave. Oh, quelle patience. Des années. Hein. Je crois que même quand on va arrêter le cours, elle va continuer à venir. Donc regardez ce qui est marqué dans la Gemara, dans Shabbat d'Aflamé d'Aleph. C'est marqué là-bas. Yod'eim ha-reshaim she'darkam limita. Les Rishaïm, les fauteurs, savent que leur chemin est la mort. Leur finalité, c'est la mort. Ils savent. Ouais. Et là, Shechelev al-Kesilam.
mais ils ont une graisse sur les reins. Rachid, il explique là-bas, à l'Agmar, elle demande, Veshema Tomar Shishrucha Imen, peut-être qu'ils ont oublié. C'est des fois, les gens, ils sont tellement pris dans le délire, dans l'ignorance, ils sont tellement partis dans le païen complet de rien, de chez rien, de chez rien. Peut-être qu'il a oublié le Shabbat, peut-être qu'il a oublié la cache-route, peut-être qu'il a oublié les téfilines. Non, il sait très bien. Regardez, c'est encore pire. Il dit Talmud Lomar, il dit, peut-être que tu vas dire qu'ils ont oublié. Le passage qui dit Ve'acharehem befiem irtsu sela. Ouais. Et leur fin, leur finalité, befiem, dans leur bouche, irtsu, ils vont le désirer. Alors quand je disais ça, je ne comprenais pas. J'ai dit, ok, le gars, il n'est pas conscient, mais il ne va pas désirer sa fin quand même. Alors j'ai compris, je donne une image, après vous me dites, c'est pas vraiment une proposition, vous réfléchissez si c'est vrai ou non. Vous savez, c'est quoi le dernier argument quand la police, elle a attrapé un tueur, mais qu'elle n'est pas sûre à 100%, qu'elle n'a pas des preuves matérielles et qu'on a besoin des aveux. Vous savez, c'est quoi le dernier argument pour le faire parler? Le dernier. Tu vas lui dire, tu vas te faire tuer, tu vas rester 20 ans en prison, ils vont te massacrer, tu sais la peine que tu as fait à cette maman, tu as tué son fils, tu l'as coupé en morceaux. Non, ça ne marche pas. Tu sais, c'est quoi le dernier argument du policier pour faire craquer le tueur? Tu lui dis, écoute, quand tu vas avouer, tu vas te sentir mieux. C'est que le gars, il a tué par égoïsme, donc il va avouer par égoïsme. Pourquoi? Parce que la démarche du Yetzer Hara, du mauvais penchant, c'est qu'avant la faute, il te rend inconscient. Mais après la faute, il te rend coupable. Il développe une culpabilité qui t'étouffe. Donc la seule manière de te libérer de cette culpabilité, c'est d'avouer. Donc au fond, la personne, c'est très bizarre. Quand elle faute, ouais, comme les enfants quand ils se font attraper, la première chose, c'est pas moi. Tu dis, écoute David, tu étais seul à la maison. Il manque un pot de confiture. Et il était à cet endroit-là. Maintenant, tu sais qu'il y a un système vidéo qui marche. Tu sais qu'il y a un détecteur de présence. Tu sais aussi que le pot a disparu. Tout a été nettoyé à l'endroit où il y avait. Mais il y a une seule erreur, c'est que tu as oublié de te regarder dans une glace. Pourquoi? Parce que tu as de la confiture autour de ta bouche, Yabrel. Ouais. Mais c'est comme ça. Comme ça que les tueurs, ils se font attraper. Parce qu'ils font une erreur. Ben c'est pareil. Mais l'erreur la plus grossière, parce que tu as tout calculé, tu as tout préparé, tu as tout truqué, l'erreur la plus grossière, c'est que tu t'es pas regardé dans la glace. Et tu as une gueule d'assassin. Et tu as une tête de menteur. Et tu as une voix de quelqu'un qui n'est pas sincère. C'est ça que tu as oublié. Le principal que tu as oublié, c'est toi. Donc qu'est-ce qu'il fait le policier? Il te remet en situation de regarde-toi. Qu'est-ce qu'il fait ton père? Il dit mais regarde-toi. Il te renvoie à toi. Et qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il te dit regarde-toi. Parce que c'est quoi la teshuva? La chouve, c'est revenir. Mais tu reviens où? Tu reviens à Hachem qui est en toi. Mais pour revenir à Hachem qui est en toi, tu es obligé de passer par toi, puisque Hachem il est en toi. C'est pour ça que les gens qui ne sont pas conscients de ce qu'ils sont, ils ont du mal à faire teshuva. Parce que tu fais teshuva sur quoi? Donc tu as fait la faute dans le coma, ouais, et la teshuva dans le délire. Ça fait deux fous. Comme des gens qui se marient comme des imbéciles et qui divorcent comme des idiots. Tu dis, mais pourquoi vous êtes mariés? Mais je sais pas, parce qu'il était à côté de moi. Je dis, mais le poteau aussi, il était là. Il fallait épouser le poteau. Ouais. Et pourquoi vous divorcez? Ah, parce que j'en peux plus, je supporte plus son caractère, il n'arrête pas de parler. Mais à l'époque, tu disais, ouais, j'adore parce qu'il parle tout le temps. Ah, mais ça me sort par les yeux. C'est bizarre quand même, dans le couple, que les qualités qui t'ont attiré, c'est ça qui fait que tu t'en vas. Je te dis pourquoi. Parce que quand tu n'as pas été vraiment toi-même, et quand tu t'en vas, c'est pas non plus toi-même. Donc quand tu t'es marié avec le soutien du Yetzer Hara, tu vas divorcer avec l'appui du Yetzer Hara. Et dans les deux cas, le vrai problème, c'est que tu n'as pas vécu ta vie. C'est pour ça que les gens, 2 ans après le divorce, oh, attends, mais c'était une femme de folie, mais je trouve pas l'équivalent, et qu'est-ce que j'ai perdu comme temps, et pourquoi on n'était pas conscient. Mais dis-moi, t'en as pas marre d'être dans le coma? T'en as pas marre d'être manipulé? T'en as pas marre de ne pas vivre ta vie, en fin de compte? Parce qu'à chaque fois que tu vis quelque chose, tu es en train de légitimer pour expliquer pourquoi tu ne peux pas le vivre. Alors qu'est-ce que tu fais exactement? Eh bien, je vais vous dire une chose, ne le prenez pas mal. Mais pendant que tu réfléchis, tu digères, tu délires, tu te balades, tu mens, tu triches, tu embrouilles, tu sais quoi? Le temps, il passe. Parce que les gens, ils croient que pendant qu'ils réfléchissent, le temps ralentit.
Les gens, ils croient que tant qu'ils n'ont pas pris la décision, le temps s'arrête. Non, non, non. Le temps, il s'en fiche de tes états d'âme. Il avance. Oh, c'est grave, hein. La montre, le calendrier, c'est incroyable. Hein. Ah, mais moi, je le dis toujours, il n'y a pas qu'en Angleterre qu'on est un peu plus vieux tous les jours. Bon, elle peut passer, mais bon. Là, en l'occurrence, elle n'est pas passée. D'accord? Donc, qu'est-ce qui est marqué ici? Yod'im Rechaim chez Darkam Lemita. Ils savent, les fauteurs, les mécréants, que leur finalité, elle est dans la mort. Rachid explique Yod'im M. Regardez bien, ils savent chez Zéo Darkam que c'est ça leur chemin, c'est ça qui est la finalité. C'est comme les gens qui attaquent des banques, ils savent qu'ils vont se faire attraper. Ils savent. Ils ont dit non, tu sais, on est malins, on va les planter tous, on va partir, on va se planquer, on va se mettre en cavale. Ils savent qu'ils vont se faire attraper, ça va prendre 1 an, ça va prendre 2 ans. J'ai entendu l'autre jour, un gars, 40 ans de cavale. 40 ans de cavale. 40 ans planqué, 40 ans, le mec, il a refait sa vie, ils ont été le trouver en Bolivie, extradition, il a passé une semaine, genre il a passé la frontière, manque de peau, c'était un pays qui était en lien avec la France, le mec, tac, direct, à la santé. Bon, tu me diras, il était malade, donc c'était peut-être le moment de... Mais 40 ans de cavale, ils lâchent jamais. C'est des chiens, ils lâchent pas. Ils ont une piste, ils la lâchent pas. Ouais. C'est pour ça que les gens malins, ils se font attraper. Je vous l'ai raconté ça ou non? Ils font un hold-up avec des pistolets en plastique. Comme ça, c'est pas attaque à main armée. Ils prennent pas d'otages, ils blessent personne. Ils partent avec 7 millions d'euros. Ils en planquent 6. Après, ils en ramènent un. Ils disent, je me suis fait dépouiller dans le métro. Vous avez des preuves? Non. Je me suis réveillé, il y avait 5 sacs qui avaient disparu. Bon, alors qu'est-ce que vous faites? Eh ben, attaque à main non armée, agression sur personne. 2 ans avec sursis. Il a 5 millions dehors. Le mec, il est bon en rentabilité. Après, il sort, tout penaud. Au revoir Michel, au revoir Mathieu. Il dit au revoir au gardien de prison. Ouais. Et après, il va chercher ses 5 millions. Tranquille. Tu dis, mais c'est grave. C'est pas grave. C'est intelligent. Ils ont pris la leçon de Mesrine. Ouais. Ben, c'est exactement pareil. Le rachat, il sait qu'il va mourir. Il sait que ça va l'amener mal. Il sait, même le gars qui fait adultère, il sait qu'à la fin, il va se faire attraper. Même s'il fait le malin, il fait le malin. Ouais. Parce que la vie, elle te rattrape. Je vais vous dire mieux encore. Mais c'est violent, ça. Vous êtes prêts à écouter? Les choses qui te rattrapent le plus, c'est ce que tu fuis le plus. Les choix que tu ne veux pas faire, c'est ceux-là qu'on va t'obliger à faire. Les extrémités où tu ne veux pas arriver, c'est là-bas que tu vas arriver. Justement parce que tu les crains, justement parce que tu les fragiles, c'est là-bas que tu vas craquer. C'est pour ça que je vous dis toujours que quelqu'un qui connaît ses manques, il sait sur quoi il va être éprouvé. Parce que quand tu regardes le moule, tu peux facilement imaginer la tête que aura l'objet quand il va sortir du moule. Parce que tu as vu le moule. Ben, toi, tu es le moule. La vie, elle va se mouler sur toi. Donc il dit, aval. Donc le rachat, il sait qu'il va mourir. Aval. Kiliotem mechupin bechalvam. Leurs reins sont couverts de leur graisse. On va expliquer ce que ça veut dire. Mais achiv el kiliotam, marchevotam sofam. Marchevet sofam. La pensée de leur fin. Je traduis. Vous savez que nous, dans la pensée occidentale, on pense qu'on pense avec la tête. D'accord? Dans la Torah, c'est marqué Rabot Machashavot Belev Ish. Elles sont nombreuses les pensées dans le cœur de l'homme. Donc on pense avec la tête ou on pense avec le cœur. Si vous réfléchissez beaucoup, par exemple, c'est rare d'avoir mal au cœur. Tu dis, oh, j'ai vachement réfléchi, ça m'a fait mal au cœur. Non, en général, quand on réfléchit, ça fait mal à la tête. Mais même la tête, qu'est-ce qu'elle produit la tête? La tête, elle produit la pensée. Mais c'est quoi une pensée? Alors vous allez voir un neurologue, vous lui demandez c'est quoi une pensée? Il va vous dire c'est une activité cérébrale. En fait, c'est une image complexe qui est formée par des arcs électriques établis entre un certain nombre de neurones. Enfin, c'est de la neurologie. Ouais. Alors, si tu es un petit peu intelligent, tu vas pousser le neurologue et tu vas lui poser la question. Tu dis, ok, d'accord, mais c'est quoi une idée? Ben, je viens de vous dire, ça c'est une pensée. Mais non, ça c'est quoi? C'est ce qui est créé dans la pensée. Mais d'où elle vient la pensée? Alors, s'il est honnête, il va vous dire que la pensée, avant d'être une pensée, c'est une impulsion. Et d'où elle vient l'impulsion? Parce qu'elle ne vient pas de la tête.
Alors on dit que l'impulsion, elle vient des reins. En fait, le rein, il produit une impulsion. Cette impulsion, dans la tête, elle devient une pensée. Et ensuite, cette pensée, on la ramène sur son cœur. Et là, elle devient une réalité. Parce qu'on a dit que le cœur, vous avez compris, c'est le centre de la personne. Donc c'est de là d'où tout démarre. Maintenant, dans ton fort intérieur, si on fait le film à l'envers, oui, c'est que tu as une réalité, tu as une action. Cette action, elle est le fruit d'une décision. Cette décision, elle est passée par une vocalisation, d'accord? Tu as exprimé la chose. Et avant ça, elle était une réalité dans ton cœur. C'est là qu'elle s'est prise la décision. Avant ça, elle était une réflexion. Et avant ça, elle était une impulsion. Donc si vous suivez toute la démarche, impulsion, réflexion, décision, réalisation. Ça va? C'est pour ça que les gens ils te disent, écoute, je ressens des trucs, mais je ne sais pas d'où ça vient. J'ai des idées, mais j'arrive pas à comprendre ce qu'ils veulent. Je ressens des choses, mais je ne vois pas le tenant, les aboutissants, parce qu'ils n'ont pas réussi à retrouver la ligne de la pensée. C'est que normalement, si tu te connais assez, tu devrais retrouver en toi l'impulsion qui t'a amené à penser que. Maintenant, comme les 3/4 des gens, ils vivent en réaction, donc c'est plus facile, parce que tu vois ce qui t'a fait réagir. Mais si toi, tu ne vis pas en réaction, d'accord? C'est-à-dire que tu agis après que quelqu'un a agi, puisque tu réagis. Donc si toi, tu n'es pas juste la conséquence d'une action extérieure, mais que tu es la conséquence d'une décision intérieure, ouais, parce que tu veux, parce que tu penses, parce que tu crois, parce que tu investis, donc la chose, elle vient de l'intérieur, mais pour savoir qu'elle vient de l'intérieur, il faut que tu connaisses la traçabilité, c'est-à-dire que tu as retrouvé le signal premier de ton intériorité qui t'a poussé à faire ça. Sinon, c'est que tu vis pas ta vie alors. Parce que tu dis, moi je comprends pas, là j'ai envie de pleurer, je sais pas pourquoi, puis là j'ai envie de rigoler, mais c'est nerveux. C'est pas marrant, je sais, c'est pas marrant, mais je dis, mais faut prendre des bêta-bloquants, mon fils. Et puis je comprends rien, mais ça m'intéresse. Je comprends tout, je trouve ça nul. C'est bizarre. Quand tu comprends rien, c'est intéressant. Quand tu comprends, tu dis, oh, c'est bidon. Donc en fait, tu as un rapport psychiatrique avec l'ignorance, toi. La psychiatrie, elle te dit que quand tu comprends rien, ça doit être impressionnant parce que c'est le rapport élève-professeur. Mais quand tu comprends tout, tu trouves ça nul parce que tu dis, attends, je comprends. Si je comprends, c'est que c'est nul. Et comme tu comprends rien. Donc vous avez compris que toi, à l'intérieur de ton sac à main, de ton sac à penser, de ton sac à être, il faut que tu fouilles, tu fasses un peu le ménage. Ça, c'est moi, ça, c'est ma culture, ça, c'est mon éducation, ça, c'est mes nerfs, ça, c'est mon yetzerara, ça, c'est ma lourdeur, ça, c'est ma paresse. Si tu n'es pas capable de faire le ménage, donc que tu ne maîtrises pas l'origine de l'impulsion première, oui, ça s'appelle qu'il y a une graisse qui se met sur les reins. Parce que les reins, ils produisent. On dit qu'Avraham Avinu, il a appris toute la Torah de ses reins. J'ai expliqué déjà toujours cette image, c'est facile à comprendre. À chaque fois que tu as une décision intellectuelle à prendre, ouais, une décision intellectuelle, tu as les reins qui stressent, tu as les dos qui bloquent. Ouais. Par contre, quand c'est une décision matérielle, pour le fric, ou alors pour le rapport avec l'autre, ouais, tu as des soucis avec ta belle-sœur, ça fait un ulcère à l'estomac. Ouais. Mais tu as une décision à prendre, les 4 millions d'euros, tu les mets, tu crées une société où tu renforces celle-là, ça fait mal au dos. Le siège du stress intellectuel, il est dans le dos. Pourquoi? Parce que le rein, c'est la machine à produire les impulsions intellectuelles. C'est pour ça que les Chinois, ils gèrent le stress à partir du rein, à partir du dos. C'est pour ça que les gens, ils ont le dos bloqué. C'est pour ça que les grands patrons, ils ont des gros problèmes de lumbago, des gros problèmes de dos, des gros problèmes d'arthrose. Écoute bien, celle-là, elle est très bizarre. Une arthrose à l'intérieur de la colonne vertébrale. Je ne sais pas si vous me suivez. Vous savez qu'il y a la colonne vertébrale. À l'intérieur, il y a comment ça s'appelle la moelle épinière. Et bien les gars, ils ont des douleurs abominables. Pourquoi? Parce que leur arthrose, elle se développe à l'intérieur de la colonne. Donc, elle écrase la moelle épinière. Donc, la personne a des douleurs de malade. Mais vous croyez en Dieu, non? Et vous croyez dans le cerveau? Donc, tu crois que l'arthrose, c'est une maladie par hasard? Mais dans la moelle épinière, c'est le centre névralgique
de toutes les décisions. Donc si l'arthrose elle est là-bas, c'est que tout le temps, tu es sollicité, donc tu es un patron. Parce que le gars qui a aucun stress, pourquoi il va développer l'arthrose là-bas? C'est-à-dire qu'il faut soigner ton stress. Sinon, il faut accepter les douleurs. Donc achète des actions chez une société qui fabrique des anti-inflammatoires parce que tu vas en manger. Tu pourras offrir ton corps au laboratoire. Un gros cachet. Ouais. Donc qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire que le rein, il va faire son travail. Il va envoyer l'impulsion. D'accord? Alors chez les gens simples, ça s'appelle de l'intuition. Chez les gens profonds, ça s'appelle une impulsion. Mais il y a quelque chose qui va passer. Mais le problème, c'est qu'au fur et à mesure qu'un homme faute, il met une graisse sur ça. Et la graisse, elle empêche le signal de traverser et d'arriver au cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en français, ça veut dire que tous nos choix nous imposent. Tous nos choix nous engagent. Et quand tu côtoies des brels, tu es de plus en plus insensible aux choses intelligentes. Et quand tu mens toute la journée, tu as de plus en plus de mal à dire la vérité. Ouais. Et quand tu es flemmard, tu as de plus en plus de mal à faire des efforts. Et quand tu n'as pas de motivation, la valise, elle est de plus en plus lourde. Et quand tu te couches tard, le réveil, il sonne toujours trop tôt. Après, tu te dis, mais pourquoi Hachem, il a fait ça, que le réveil, il sonne quand j'ai envie de dormir? Alors qu'en fait, si tu dormais 3 heures de plus, tu te sentirais bien. Tu te réveilles à 11 heures, tu as les yeux clairs, tu es clair. Donc, tu as compris qu'il te fallait 7 heures de sommeil. Donc, en fait, c'est juste un problème à quelle heure tu te couches. Donc, c'est pas le réveil qui sonne trop tôt. C'est toi qui te couches trop tard. Maintenant, j'espère que tu t'es couché tard parce que tu as fini 3 pages de Guémara, parce que tu as fini le Zohar, parce que tu as préparé des plans pour l'avenir de tes enfants, parce que tu as développé un... Non, je regardais des vidéos débiles sur Internet jusqu'à 3 heures du matin. Une plus débile que l'autre, avec une marronne sur 70, et après, je me suis tombé avec le téléphone sur la gueule, comme ça, et je me suis réveillé à 11 heures. Manque de peau, tu avais un rendez-vous très important qui allait marquer tout ton avenir, mais tu l'as raté. Eh bien, tu peux dire merci à Internet. Parce que grâce à lui, ton avenir de chômeur est tout tracé. D'accord? Mais non. Donc, c'est ça la question. La question, c'est que tu vois qu'il est 3 heures du matin. Ouais. Tu vois que ton mensonge, tu vas être obligé d'en fabriquer un deuxième. Ouais. Tu vois que tu as une image qui ne correspond pas à ton intériorité. Ouais. Parce que tu montres une chose et tu penses autre chose. Tu vois que ton langage, il n'est pas adapté. Tu vois que tu réfléchis pas avant d'agir. Tu vois que ta sensibilité, elle est trop grande et qu'elle déforme ta perception de la réalité. Tout ça, tu le vois et tu continues. Donc la question, c'est quel genre d'isolant t'as mis pour que les impulsions de tes reins n'arrivent pas à ton cœur? Parce que c'est pas possible d'être inconscient à ce point-là. C'est ce qui est marqué ici. C'est-à-dire qu'un homme, il croit qu'il peut fauter, il peut faire des bêtises, il peut faire des lourdeurs, mais il garde toujours son libre arbitre. Mais je vous ai déjà expliqué que le libre arbitre, avec le cours sur Pharaon, que le libre arbitre, c'est un curseur. Donc tu peux toujours faire le bien ou le mal, mais quand tu es à 98% pourri, tu peux faire le bien ou le mal, mais tu auras beaucoup de mal à faire du bien. Ouais. Et quand tu es à 98% bien, même quand tu veux faire du mal, tu n'arrives pas. Ben non, parce qu'il n'y a pas l'opportunité. Le fauteur, ouais, il a toutes les folles du monde qui l'attendent pour fauter. Mais le gars qui n'a jamais fauté, quand il va s'approcher de la caissière, elle va lui dire « Qu'est-ce que vous voulez, monsieur ?» Il va faire caca. C'est-à-dire que même l'opportunité de fauter, elle est donnée à quelqu'un qui est dans une dynamique de faute. Mais quelqu'un qui est dans une dynamique de droiture, il n'arrive pas à faire quelque chose de tordu. Même quand il veut, il dit « Tiens, j'ai envie de faire un truc tordu. » Oh, tu te rends compte, l'autre, il a fait un truc tordu, il a pris 30 millions d'euros. Mais ça ne viendra pas chez toi, ça. Toi, tu vas rester avec la caisse d'épargne. Tu vas garder ton petit SMIC, tiens, j'ai fait une petite embrouille, je n'ai pas déclaré 2 factures. Et c'est bien, t'as tes 5 000 euros, t'as une maison cachère, t'as des enfants normaux, c'est bien pour toi. Lui, il a pris les 30 millions d'euros, ok, mais il est en cavale, il a la mafia russe qui le cherche, il a la bague sur la tête, il est inscrit à toutes les frontières. Alors, qu'est-ce que tu crois qu'il a gagné? Rien. Rien du tout. Ouais. Mais quand même, il va s'illusionner que pour lui, c'est bien. Parce qu'il peut frimer, il peut emmener les gars chez lui, il ouvre une porte, il dit « T'as vu tout ce qu'il y a ?» Le mec, il voit des colonnes de billets de 500. Il dit « Mais tu peux les dépenser ?» « Non, je ne peux pas les dépenser. » Ça, c'est le plus gros piège à Brel qu'on a inventé, ça. Le gars, il a 200 millions d'euros en liquide, il ne peut pas le dépenser. Ce qu'on appelle
un riche pauvre. Et l'autre, c'est un pauvre riche. Il a 2760 € par mois pour vivre, mais il a une grande famille, il a des beaux enfants, il a une femme qui l'adore, ouais, il a un bon nom, il est apprécié par les gens, il est clair dans sa tête, il est droit avec le bon Dieu, il peut regarder les gens dans les yeux, il est riche, pauvre. Non, il est pauvre, riche. Ouais. L'autre, il a 200 millions d'euros, il ne peut pas les dépenser. Il est riche, pauvre. Pourquoi? Parce qu'il y en a un qui a branché, qui a empêché la graisse de se déposer. Donc le contact, il passe. Donc il vit en temps réel. Ouais. Ce qu'il pense et ce qu'il ressent, ça va ensemble. Ce qu'il ressent et ce qu'il dit, ça va ensemble. Et ce qu'il dit et ce qu'il fait, ça va ensemble. Donc, ce qu'il ressent, ce qu'il pense, ce qu'il dit et ce qu'il fait, ça va ensemble. Pas de problème. On dit en français qu'il est vivant. C'est ça, vivant. Mais quand quelqu'un, il enlève une des étapes, après il viendra dire, oui, le courant ne passe plus, je ne comprends pas ce qui se passe, ma vie, elle est folle, ça tombe de partout, c'est la Inara. Non, 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 non. Non, non. D'ailleurs, quand tu appelles la hotline, parce que la box, elle ne marche pas, le gars, il dit, monsieur, à quel câble avez-vous touché? Non, j'ai rien touché, rien. À quel câble avez-vous touché, monsieur? Vous avez touché un câble. L'installateur, il est venu. Il vous a mis les câbles à la bonne position, chaque truc à sa place, il vous a fait des réglages. Maintenant, vous me dites que ça ne marche pas, ça? Donc, vous avez touché à ce câble-là. Bon, c'est vrai que j'ai voulu faire un essai pour essayer de ne pas payer. Après, vous avez changé ce code-là. Oui, parce que je pensais que je pouvais le mettre sur le code du voisin. Pourquoi tu touches? Ça marche. Ouais. Pourquoi tu touches? Nous, c'est pareil. On a une box qui marche très bien. Elle s'appelle la Torah. Ouais. D'ailleurs, il y en a même qui l'ont appelée Torah Box. D'accord? Donc, on a une box qui marche très bien. Ça fait 3500 ans qu'elle fabrique des tzadikim. Ça fait 3500 ans qu'elle amène la bracha au peuple d'Israël. Ça fait 3500 ans qu'elle épate de sagesse le monde entier. Alors, pourquoi tu touches les réglages? Pourquoi tu enlèves des câbles? Tu dis, ah, les tefilines, ça sert à rien, la cache-route, c'est sanitaire, le Shabbat, c'est le week-end. Arrête! Ça marche bien. On a produit des millions de tzadikim, des millions. Qu'est-ce que tu veux, toi, avec ton truc? Ouais, moi, j'ai une nouvelle approche, j'ai une nouvelle vision, moi, je suis plus ouvert, je suis plus contemporain. Mais dans contemporain, il manque un i. C'est contemporain. Et si tu vas me dire, ouais, mais il faut vivre avec son temps. Le Khatam Sofer, il a dit, En haemet hadash, ve'en hadash emet. Le nouveau n'est pas vrai, le vrai n'est pas nouveau. Maintenant, tu peux changer la formule, tu peux changer la pagination, tu peux changer la couleur, tu peux changer le design, mais le vrai, c'est vrai. Le faux, c'est faux. Maintenant, tu dis, et le nouveau? Dans le fondamental, rien ne change. Oui, avant, par exemple, les gens étaient bons en orthographe. Maintenant, ils ont Word. Mais ils sont mauvais en orthographe. Mais ils disent, je m'en fous du moment qu'il n'y a pas de faute. D'accord? Après, avant, les gens, ils avaient le sens de l'orientation. Maintenant, ils n'ont plus besoin puisqu'ils ont un GPS. Donc, pour l'instant, les gens, ils ont un cerveau. Bientôt, ça ne sera plus la peine. Puisque le robot, il fera tout à ta place. Donc, en fait, grâce à la technologie, on devient de plus en plus nul. Donc, si Dieu veut qu'on finisse des vrais nuls. Ouais. Maintenant, tu le vois. Tu continues. Moi, je connais un grand patron dans un certain pays des analyses, enfin des statistiques médicaux. Le mec, il a 20 000 élèves, il fait des trucs dans le monde entier, il ne veut pas d'ordinateur, il a son stylo et sa feuille. Mais je te dis qu'à la vitesse où il raisonne, tu peux en mettre des serveurs. Il a une tête, le feu. Parce que c'est tellement facile d'utiliser des béquilles quand tu as des jambes. C'est facile de prendre l'escalator quand il y a un escalier. C'est vrai. Mais peut-être que tu n'as pas envie d'être dépendant. Peut-être que tu ne veux pas être limité. Parce qu'après, ils vont faire un GPS pour le Shalom Bayit aussi. Souris, tu viens de rentrer. Ils vont faire un GPS pour l'éducation. Dis-lui que tu l'aimes, sinon il va devenir drogué. C'est pas possible de vivre comme ça. C'est pas possible. Ouais. Eux, ils appellent ça connecté. Moi, j'appelle ça déconnecté. Tu vois pas qu'un mec aujourd'hui, plus il est connecté, plus il est déconnecté.
savez, ils ont un truc incroyable. On a développé des réseaux sociaux de malades, ouais, oui, et les gens, ils payent de plus en plus pour avoir des rapports sexuels. Moi, je parle même dans un esprit païen. Dans la logique, normalement, les gens, comme ils ont 1 million de copains, ils devraient avoir des copines toute la journée. Non. Plus en plus, les mecs, ils payent pour avoir des relations. C'est bizarre, non? Pourquoi tu payes? C'est gratuit, toute la journée, tu es en train de parler avec des filles. Non, quand même, il paye. C'est bizarre. Donc, ce qui a développé, soi-disant, le tissu social, en vérité, ça détruit le tissu social. Maintenant, ils appellent ça le progrès. Reeves, le professeur Reeves, vous avez parlé de lui? On dirait un barbu, on dirait un rave, tellement il a une belle barbe. Ouais, très très grand scientifique. Il avait dit, d'après eux, le monde il a 15 milliards d'années, d'après nous il a 6000 ans, donc c'est moins grave. Ouais. Il a dit qu'en 200 ans, l'humain, il a plus détruit le monde qu'en 15 milliards d'années. En 200 ans. En 200 ans de technique, de pollution, de pourriture, de mettre du mercure dans la mer, de faire des poissons à 3 têtes, de mettre du pétrole partout, de mettre des insecticides, des trucs, en 200 ans, pas plus. Alors je te dis, sur une échelle de 15 milliards d'années, ça veut dire que la nature, elle s'est très bien passée de l'homme pendant 15 milliards d'années. C'est juste l'homme qui a foutu la pagaille. Vous vous rappelez qu'est-ce qu'il a dit le dernier des Indiens? Je l'ai déjà dit au cours, ça vous vous rappelez ou non? Mais c'est très intéressant. Mais sortez un petit peu, toujours la yeshiva. Orthodoxe. Quand ils ont gagné la dernière bataille avec les Indiens, les cow-boys, ouais, ils sont assis comme ça, à un endroit, et ils ont signé le truc. Et donc la reddition des Indiens. Qu'est-ce qu'il a dit le chef des Indiens? Écoutez bien. Il a dit, on s'est battu le maximum. Maintenant, c'est vous qui avez gagné. Donc la terre vous appartient. Maintenant, nous, les sauvages, ouais, on n'a rien touché à la nature. D'accord? Quand on a mangé le bison, avec sa peau, on l'a fait la tente. Avec les cornes, on l'a fait les outils. D'accord? Tous les déchets, on les a brûlés. On aurait pu construire des maisons plus solides, mais elles auraient laissé des traces. On aurait pu tailler des pierres, mais elles auraient laissé des déchets. On aurait pu fabriquer des trucs chimiques, mais elles auraient fait de la pollution. Donc nous, notre projet, c'était de rendre la nature telle qu'on l'avait reçue. On a réussi à le faire pendant 2000 ans. Vous, on va voir ce que vous allez faire. Ils ont amené les virus, ils ont amené des maladies de l'Occident, ils ont amené les pourritures, ils ont amené soi-disant le progrès, ils ont tout détruit. En 200 ans, ils ont tout détruit. Tu vas me dire, ouais, on peut pas vivre au Moyen-Âge, on a besoin quand même du progrès. Ok, continue à calculer, à penser que, ouais, genre, tu vas polluer moins parce que tu vas prendre des voitures électriques. Mais une usine, elle fait la pollution de toute la France. Qu'est-ce que tu as besoin de faire avec ta voiture électrique? T'as l'air de quoi? Ouais, t'es même pas au courant. Donc, encore une fois, c'est pas pour faire de la politique ou de faire de la réflexion sur la pollution. C'est juste de réfléchir comment on peut être conscient et inconscient. Ouais. Comme j'avais lu une fois un article, ils avaient parlé d'un truc très très grave. Et le gars, c'est un scientifique. Il a dit, mais ça fait 100 ans qu'on le sait. Il y a 1000 scientifiques qui l'ont dit. Alors pourquoi l'État maintenant il le reconnaît? Parce que quand l'État le reconnaît, c'est que c'est trop tard. Donc ils embrouillent, ils étouffent. Quand ils ne peuvent plus étouffer, parce que quand tu as 50% de gars qui meurent du cancer, tu dis sûrement que c'est quand même bizarre que les gars qui utilisent des produits, ils en meurent, alors que c'est 2 ans pour se nourrir. Donc quand ils reconnaissent, c'est que c'est trop tard. Donc quand tu veux savoir quand une situation elle est foutue, c'est quand un gouvernement il le reconnaît. Je dis, alors si tu attends que ça soit foutu pour le reconnaître, pendant tout ce temps-là, tu le savais que c'était foutu. Il y avait des gens qui ont crié dans le désert, il y avait des créateurs d'alerte ou je sais pas quoi, ouais. Et tu dormais, ouais. Maintenant, encore une fois, moi, ça m'intéresse pas. Moi, ça se passe dans la rue, ça se passe à la radio, ça se passe à la télé. C'est pas intéressant. Mais moi, je parle, oui, des créateurs d'alerte dans ta vie à toi. T'as bien vu que ton fils, il allait pas bien, non? Eh non, c'est comme ça, ils sont tous dépressifs dans la famille de ma femme. Ouais. T'as bien vu que ta femme, elle était pas heureuse. T'as bien vu que ton business, il t'a amené dans des embrouilles. Non, dans le coma. Oui. C'est-à-dire, tu veux pas sortir. Tu veux pas ramener la réalité à toi. Tu veux pas bouger. Tu veux pas prendre conscience. T'attends la claque. C'est bizarre. Les gens, ils attendent d'avoir une tache dans les poumons pour arrêter de fumer. Pourquoi? Ouais, mais il y en a plein qui fument, ils ont rien. Ok. Choisis ton cancer. Tu le veux où? Tu dis, Chavé Shalom, c'est petit nous. Mais je comprends pas. Moi, je le dis, mais je fume pas. Mais toi, tu me dis que j'exagère, mais tu fumes. Alors, lequel des deux qui exagère le plus?
Puis, oui, statistiquement. Ben, statistiquement, ils ont des statistiques. Donc encore une fois, on n'est pas en train de parler du cancer des poumons, du cancer de la gorge. On est en train de parler comment quelqu'un, il peut savoir ça et continuer à fumer. Et bien c'est cette espèce d'anesthésie locale là, oui, qu'on appelle en hébreu chisaron de simatlev, oui, un manque de conscience ou un manque d'attention ou un manque de réalisme, oui, mais pas le réalisme par rapport à la réalité, ça c'est pas intéressant. Le réalisme par rapport à ton intériorité, ça veut dire que comment ça se fait que cet événement, il n'est pas rentré dans mon cœur? Comment ça se fait que maintenant que tu me parles de divorce, je comprends que tu étais malheureuse? Comment ça se fait que maintenant que tu me dis que tu veux quitter la maison, je comprends que je t'ai pas assez aimé? Comment ça se fait? Pourquoi les gens, ils attendent ça? C'est bizarre. Ouais. Or, rappelez-vous que le même manque de conscience qui permet d'amener la catastrophe, c'est la même prise de conscience qui sauve la situation. La preuve, c'est qu'après, comment tu fais pour faire tes chouvas, pour récupérer ton couple, pour ramener ton fils à la maison? Comment tu fais? Ben, tu prends conscience. Oui, et tu prouves que tu as pris conscience. Et tu garantis que tu as pris conscience. Et tu rassures que tu as pris conscience. Donc si tu as compris qu'il faut rassurer dans la prise de conscience pour que l'autre y revienne, donc tu as bien compris que c'est de lui faire peur dans le manque de conscience qui va le faire partir. C'est-à-dire qu'à la limite, c'est mécanique. C'est un effet de levier. Trac, 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 trac. Tu dis, ouais, mais comment on va faire? Ben, tu as un levier là. Mais comment on va faire pour l'ouvrir? Tu as un levier. Effet de levier. Trac. Ouais, tu travailles. Proc, tu gagnes de l'argent. D'accord? Tu bosses ton examen, tu réussis l'examen. Tu es honnête, tu rencontres des gens honnêtes. C'est un effet de levier. Maintenant, pourquoi tu vois la boîte fermée, tu vois le levier, tu attends. Tu dis, je sais pas, on sait jamais. Ça peut arriver, des fois ça vient pas. Tu sais, la vie, elle est faite comme elle est faite. C'est toutes les phrases qui servent à rien, qui font tourner le yaourt, des trucs qui servent à rien. Quoi. C'est comme les gens, quand tu leur poses une question, ils disent, bah, c'est la vie. Moi, j'aurais dit, c'est la mort, mais bon, c'est une définition comme une autre. Ouais. Non. Cette logique-là, ça veut dire que quand la personne, elle est déconnectée, ouais, alors elle perd le sens de la réalité, elle ne vit plus sa réalité. Mais ce qui est grave, c'est qu'on peut être déconnecté aussi dans le bien. C'est que quelqu'un, par exemple, tu l'aimes tellement que tu ne vois pas l'erreur. D'accord? Tu as tellement confiance que tu ne vois pas qu'il t'embrouille. Ça, c'est marqué à propos de Avshalom. Avshalom, c'est le fils de David Améler. Et Avshalom, il voulait tuer son père. Il voulait tuer David. C'est marqué Mi iten moti ani tartecha, béni. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il pourrait faire? David Améler, il priait, il aimait tellement son fils, il a dit, qu'est-ce qu'il pourrait faire que je puisse mourir à ta place? En français, on appelle ça l'amour aveugle. Ouais. C'est-à-dire, quelqu'un, il est aveuglé. Maintenant, encore une fois, que tu es aveuglé par l'amour, ou tu es aveuglé par la haine, ou tu es aveuglé par la flemme, mais tu es aveuglé. D'accord? C'est-à-dire que j'ai enlevé la prise parce que je t'aime pas, ou j'ai enlevé la prise parce que j'ai fait exprès, ou j'ai enlevé la prise parce que j'ai pas fait gaffe, mais la prise elle est enlevée. Donc le courant ne passe plus. Donc les choses elles s'éteignent doucement, doucement. Donc tout ce qui est dans le frigo ça pourrit, tout ce qui est dans ton cœur ça tourne, parce que tu as enlevé la prise. Donc ça veut dire que jamais il faut enlever la prise. Jamais. Il est interdit d'être inconscient. Ouais, il est interdit d'être à côté de la plaque. Il est interdit de perdre le contrôle. D'ailleurs, même dans le code de la route, quand tu perds le contrôle, c'est toi qui es puni. Tu dis, écoutez, monsieur le juge, ok, ils sont tous morts dans la voiture de devant. Mais moi, il a pilé. Qu'est-ce que je vais faire, moi? Il a pilé, je suis rentré dedans. Bon, c'est vrai, je roule à 140, ok. Ouais. Mais bon, ok, ils sont tous morts, ok. Mais moi, j'ai rentré dedans parce que le gars, il a pilé. Il dit, mais enfin, monsieur, vous n'avez pas pris le code de la route. Dans le code de la route, il est bien spécifié que vous devez rester maître de votre véhicule. Alors, quand même le mec qui pile, et c'est de ma faute. Oui, c'est de ta faute. Tu dois être resté maître de ton véhicule. Alors, des fois, le mec, il pile. Des fois, c'est la secrétaire qui a un sexe à pile. Et toi, tu es marié, donc tu dois rester maître. Tu dis, Rav, même vous auriez craqué. Mais juge, même vous auriez craqué. Parce qu'elle m'a allumé, elle m'a rendu fou. Mais c'est dans ces situations-là qu'on te demande d'être marié.
C'est dans cette situation-là qu'on demande d'avoir une conscience. C'est dans ces situations-là qu'on demande de maîtriser. Mais si toi tu dis je suis rentré dedans parce qu'il a pilé, mais tu finiras jamais. Ben oui, parce qu'il y a un phénomène. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé ça, parce que c'est quelque chose d'assez inaccessible. Ça s'appelle un toboggan. C'est ce que c'est un toboggan. C'est un truc en pente comme ça. Tu t'assois dessus, ça descend. Mais des fois, sur le même principe de toboggan, qui utilise le principe de la gravité, il y a des trucs pour vider les chantiers. Vous savez, dans les immeubles, ils mettent comme des espèces de tonneaux qui sont imbriqués les uns dans les autres, et puis on jette des graves en haut, ça descend en bas. Ça va ? Maintenant, moi je vous mets au défi. Quand quelqu'un il rentre dedans, pour rigoler, pour s'amuser, pour faire une expérience, pour prouver que la gravité existe, quand il est dedans, il va descendre. Vous savez ça ? Même s'il regrette, même s'il trouve qu'il a fait une grosse bêtise, même s'il ne sait pas comment ça va se terminer, mais il va descendre. Il va descendre. Donc l'erreur, elle n'est pas de tomber. L'erreur, elle était de rentrer dans le tuyau. En français, on dit, mais qu'est-ce que tu fais sur la photo ? Tu vois bien que c'est une soirée pourrie. Tu vois bien que les gens qui viennent, ils sont tordus de leur tête. Tu vois bien qu'on distribue des cachets bleus et des sachets blancs. Mais tu dis, non, mais moi, je ne suis pas comme ça. Hein. Moi, Chazvé Shalom, moi, je suis une fille sérieuse. Et toi, soi-disant, là, t'as enlevé ta kippa, t'es rentré là-dedans. Tu dis, ouais, mais c'est une expérience. Il paraît que Rabbi David Guetta sera là. Mais tu n'as pas compris qu'à Ibiza, on fait des choses bizarres. Mais qu'est-ce que tu fous là, toi ? Ouais, mais on voulait se détendre, on voulait s'amuser, genre les vacances avec les parents. On a envie de délirer, on a envie de se déchirer, on a envie de se déclater, on a envie de se... Et après, le matin, tu te réveilles. Oh, dis donc, il y a des vidéos sur Internet de toi en train de faire pipi sur la figure d'un gars, t'étais bourré. Et le mec, il s'est suicidé. Non, mais moi, j'étais bourré. Hein. Moi, j'ai rien fait. Hein. Moi, j'ai juste pris 2 litres de vodka, c'est tout. Après, ce qui s'est passé, faut pas me demander à moi, j'étais plus là. Alors, qu'est-ce que tu vas dire à sa mère ? La mère, elle a envoyé son fils en vacances. Le mec, il est mort. D'accord ? Tu vas lui dire, écoutez, madame, j'avais trop bu. Elle dit, c'est pas grave, mon fils, je vais te tuer. À jeun. Donc je dis et je répète, on n'a pas le droit d'être inconscient. Maintenant, on parle d'inconscience ici. On ne parle pas d'une inconscience qu'on t'a tapé sur la tête, qu'on t'a mis un coma médical. Un inconscient où toi, t'es rentré. Un inconscient où toi, t'as accepté. Un inconscient où toi, t'as même participé à ta mise en inconscience. Parce que t'as bien vu ce que t'as vu. Moi, aujourd'hui, je ne comprends pas la vérité, je ne comprends pas. Je ne comprends pas cette logique d'être ivrogne sous prétexte qu'on est jeune. Je ne comprends pas cette masse d'alcool absorbée, je ne comprends pas. De prendre du Red Blue pour pouvoir prendre plus de vodka, et après plus de vodka parce que tu ne sens plus le Red Blue. Après... Mais la vérité, je ne comprends pas. Moi, peut-être je suis un brel, peut-être je suis vieux, ouais. Mais je ne comprends pas. Déjà, un gars intelligent, vif d'esprit, impliqué, équilibré et religieux, il a du mal à s'en sortir. Alors, un brel lourd, analphabète, shooté et menteur, comment tu crois qu'elle va être sa vie ? Comment tu crois ? Le mec, il est là, ouais, mais c'est rien que c'est pour s'éclater. Mais déjà que tu avais le cerveau qui n'était pas dans un très bon état, vu ton ascendance génétique. Ouais. Maintenant, qu'est-ce que tu crois qu'il va arriver à ton cerveau maintenant ? Mais le cerveau est utile. Le cerveau est nécessaire. Je te dis, même quand tu penses 8 fois plus vite que la moyenne des gens, tu as du mal à suivre la vie tellement elle va vite. Alors quand tu penses 30 fois moins vite que la moyenne des gens, Rav, vous pouvez répéter la question. Non mais Rav, là, vous me parlez de qui, là ? Depuis tout à l'heure, vous me parlez de qui ? Ben, je parle de ta femme. Ma femme ? Mais non, elle va très bien. Je dis, ah bon ? Grosse dépression ? Mais non, elle fait un peu la gueule. T'as rien compris. Ta femme, elle est dans le burn-out total. T'as pas compris. Comment on peut passer à côté de sa vie ? Comment moi je dois expliquer à des parents que leurs enfants ils sont en danger ? Moi je dois leur expliquer, c'est pas les miens, c'est les leurs. C'est bizarre, non ? Et l'autre tu dis mais pas du tout. Ils ont une super école,
Attends, tu sais combien ça me coûte? Ça te coûte quoi qu'il a appris la drogue et qu'est-ce qu'il a appris là-bas? Ouais. Donc ça veut dire que c'est tellement plus simple de se débarrasser du poids de la responsabilité, d'accord, que de la prendre en charge. C'est tellement plus simple. C'est tellement plus simple de se mettre dans un coma volontaire que d'accepter de grandir. C'est tellement plus simple de fuir la réalité plutôt que de l'assumer. Mais d'un autre côté, le fait de la fuir ne règle pas le problème. Et pire encore, comme toi tu ne l'as pas assumé, donc tu t'affaiblis, donc tu auras encore plus de mal à l'assumer, et en plus que comme tu ne l'as pas assumé et que la réalité elle continue à évoluer, donc déjà au niveau 3, sur une échelle de Leicester, tu n'as pas voulu assumer, mais comme la situation est pourrie, donc maintenant elle est au niveau 9, sur une échelle de 9, dans l'échelle de Leicester, encore moins que tu vas assumer. C'est pour ça que quand vous voyez un panneau dans les forêts pour empêcher les incendies, ouais, on vous montre toujours une cigarette allumée avec un panneau interdit. Vous avez déjà vu ce panneau? Vous avez vu ou non? Pourquoi ils mettent ça? Moi, j'aurais mis une photo de 20 mètres sur 20 mètres avec 3000 hectares en feu. Pourquoi tu mets un mégot? Tu sais pourquoi? Parce que ça démarre toujours d'un mégot. Un mec comme ça, il est sur la route, il est presque fini la clope, il fait comme ça. Tu fais ça, toi? Tu fais ça en Californie? Tu fais ça sur la Côte d'Azur? Tu fais ça en Corse? C'est rien. Il reste plus rien. Qu'est-ce que 1 centimètre cube de braise, ils peuvent brûler 3000 hectares, 6 personnes et 2 pompiers qui sont morts pour ton mégot? On va pas mégoter maintenant. Ouais. Donc tu as compris? Vous avez compris ou non? Ça veut dire que ce n'est pas les grandes choses qui sont dangereuses, c'est les petites. Ce n'est pas les gros mots qui sont dangereux, c'est les petits mots méchants, insidieux qui détruisent le mental de l'autre. Ouais, c'est les petits mots en fin de phrase. C'est les pics. D'accord? C'est les définitions que tu plaques à une personne qui n'a pas l'âge ou le mental de pouvoir les refuser. C'est ça qui fait mal, c'est ça qui détruit. C'est que des mégots. En fin de compte, c'est que des mégots qui détruisent tout. On n'a pas besoin des grands actes. Tu crois les grands assassins, les gens qui attrapent, et ceux-là ils passent à la télé, ils ont découpé en morceaux. Mais prends tous les petits assassins gentils qui détruisent leurs femmes tous les jours, qui détruisent leurs enfants tous les jours, qui détruisent leurs maris tous les jours. Ça, c'est les vrais assassins. Mais on ne les voit pas, ceux-là, ils ne passent pas au tribunal. Juste que quand tu vois le nombre de gens de leur famille qui sont obligés de faire une thérapie, tu te dis quand même, ça fait quand même beaucoup. C'est génétique ou alors vous transmettez la méchanceté de père en fils? Alors je te dis, toi tu crois que c'est méchant, tu crois que c'est lourd, Non, c'est simplement que la personne, entre sa réflexion, entre sa sensibilité, que ça ne se fait pas, que c'est pas bien, elle passe pas à l'acte. Et après, bien sûr, elle aura tout le dictionnaire des absents, d'accord? C'était plus fort que moi, c'est pas ce que je voulais dire, tu m'as poussé à bout, c'est trop difficile, c'est pas mon caractère, tu sais bien que je suis pas comme ça, mais là, c'est circonstanciel, et je recommencerai plus. Donc, tous ces mots qu'on a inventés pour les gens qui ont lâché la corde, pour tous les gens qui ont lâché le volant, pour tous les gens qui n'ont pas réparé les plaques de frein, pour tous ces gens-là, on a fabriqué le dictionnaire des absents. Voilà. Et les absents ont toujours tort. Donc tu fais l'inverse. Qu'est-ce que tu fais? Tu allumes la lumière. Tu prends des phares surpuissants, tu prends 3 cafés avant de démarrer, tu fais une bonne sieste avant de prendre la route, tu es clair dans ta tête, clair dans tes choix, clair dans ta Torah, clair dans ta vie. Mais tout est clair. Tout est clair. L'autre jour, j'étais à Montréal, dans la voiture. Le gars, il avait une voiture bien sophistiquée. Et puis, d'un seul coup, ça s'allume. Il me dit, regarde la voiture. Ça s'allume. Prière de s'arrêter pour prendre du repos. Ta voiture, elle te prévient que tu es fatigué, il faut que tu dormes. Je dis, pourquoi? Il m'a dit, parce que, en fait, comme je regardais mon téléphone, donc la voiture, elle faisait comme ça. Donc, quand la voiture, elle fait comme ça, le radar de la voiture, il voit que tu roules pas droit. Donc, il faut que tu t'arrêtes sur le bas-côté. Je dis, ok. Je dis, mais ton radar à toi, il n'a pas sonné? Il faut le radar de la voiture. Donc vous avez compris que quand c'est marqué Vayadarta va hachevota elevavecha, tu sauras aujourd'hui
Donc il y a une priorité sur la connaissance. Va hashevota el levavecha, tu ramèneras en ton cœur. Ouais, tu graveras dans ton cœur, tu fixeras dans ton cœur. C'est que ces deux étapes. Il y a une première étape très importante qui s'appelle le limoud. Il faut étudier la Torah, il faut connaître, il faut savoir. On ne peut pas inventer les choses. Mais après, ce n'est pas la partie la plus importante, parce que quand tu ne sais pas, tu peux toujours dire « je ne sais pas » ou tu peux attraper cette maladie très connue qui s'appelle « si j'avais su ». Mais quand tu sais, tu crois que le travail est terminé, ça c'est un très grand piège. Parce que les gens, ils savent. Mais je sais, mais bien sûr que je sais. Mais tu crois que je ne sais pas? Ouais, la Torah te dit non, ça ne suffit pas. Maintenant que tu sais, Hachava et la lève. Il faut que ça rentre ça dans ton cœur. Il faut que ça rentre dans ta réalité, il faut que ça rentre dans ton vécu. Sinon, tu es un mec dangereux. Parce que tu as bien compris qu'en augmentant la connaissance, tu augmentes la conscience. Mais quand tu augmentes la conscience et que tu ne réagis pas, donc tu augmentes la perversité. Parce que c'est quoi un pervers? Un pervers, c'est quelqu'un qui sait, mais qui ne réagit pas. C'est quelqu'un qui sait, mais qui est insensible. Ou c'est quelqu'un qui sait et qui utilise sa connaissance pour te manipuler. C'est ça, pervers. Maintenant, avant d'essayer de voir de qui je parle autour de toi, ouais, pourquoi tu n'essayes pas de dire en toi-même qui c'est le pervers qui t'empêche de raisonner, qui c'est le pervers qui t'empêche, toi, d'être indépendant, qui c'est le pervers qui te manipule en toi, pas dehors. Dehors, c'est pas intéressant. Moi, tous les exemples que je vous donne avec vos maris, vos femmes, et vos enfants, et vos patrons, et vos amis, c'est pas pour vous préparer un plaidoyer d'accusation. Non. C'est que vous compreniez que tout ça, ça n'est que le reflet de ce qu'on est nous-mêmes. Bah oui, parce que tout ce qui nous arrive, c'est lié à nous. Ouais. Donc je ne dois pas dire pourquoi j'ai une femme comme ça. Je dois dire qui je suis pour avoir une femme comme ça. Je ne dois pas dire pourquoi j'ai un mari comme ça. Je dois dire qu'est-ce que j'ai fabriqué pour avoir... pourquoi j'ai des enfants comme ça. Tout ça, c'est toi. Parce qu'encore une fois, ne te choque pas de l'objet, puisque c'est toi qui as fabriqué le moule. Donc, qu'est-ce que tu fais en fait? Tu vas attraper ça, tu vas fabriquer une conscience profonde. C'est ça, Hachava la lève. Ouais. C'est pour ça que c'est marqué Ishameru lachem penifte levafrem dans le Kriyat Shema. On le fait tous les jours. Mais si quelqu'un n'a pas le temps de finir tout le Talmud, mais au moins il pourrait faire le Kriyat Shema. Alors vous apprenez la traduction, il y a 245 mots. Tous les jours vous apprenez un mot. Si Dieu veut, dans 245 jours, vous savez traduire le schéma. Et maintenant que vous savez le traduire, vous avez le droit d'y réfléchir. Et la réflexion, pourquoi? Pour fabriquer une sensibilisation. Donc quand c'est marqué Ishameru lachem penifte levafrem, gardez-vous, protégez-vous, oui, penifte levafrem. C'est quoi ifte levafrem? C'est le pitouille. Pitouille, c'est la séduction. Mais c'est aussi la dérive. Ça veut dire que si toi, tu n'es pas capable de te rendre compte que ta voiture, elle sort de la route, que tu n'es pas conscient que tu prends une mauvaise voie, tu ne vois pas que tu es en train d'évoluer dans un système qui n'est pas celui que tu aurais voulu, ça s'appelle penifte levafrem. Pourquoi? Parce que jamais le Yetzirah, il te fait fauter. Ouais, tu es quelqu'un de sérieux, impliqué, équilibré, religieux. Il ne va pas t'amener un steak de porc. Vas-y, mange. Je ne mange pas du porc. Tu rigoles, j'ai fait 20 ans d'école juive. Je ne vais pas manger du porc. Il ne va pas faire comme ça. Non, il ne va pas faire comme ça. Ouais. Il va t'envoyer d'abord dans une école très très éloignée, genre école de commerce de Lille. Après, dans un foyer avec Gaëtan, Mathieu et Nicolas. Ouais. Après, tu vas passer des Shabbats pourris parce que tu n'as rien prévu. Après, ils vont te dire, viens, on t'invite à une soirée. Et après, tu vas te détendre un peu. Après, ils vont te dire, écoute, il n'y a rien à manger, mais le jambon, il est élevé à la campagnarde. C'est des cochons qui sont élevés en plein air et qui mangent que des produits bio. Et toi, tu crèves de faim. Et Mathieu, il te dit, allez, Moïse, laisse-toi aller. Fais un kiff. Ou mange moins un kazaïd, comme tu dis. C'est la première bouchée qui est difficile. Mais la deuxième, elle est kiffante. La baguette bien croustillante, le beurre et le jambon. Moelleux. Tu dis, le premier, je l'appellerai Christine. D'accord? Ça t'est monté comme ça. Pourquoi? Donc il ne t'a pas fait fauter directement. Il dit la Gemara, Asekar ve Asekar, Asekar ve Asekar, Atche Yavod Avodazar. Oui, tu vas faire ça, et après tu vas faire ça, après tu vas faire ça, après tu vas faire ça, jusqu'à ce que tu vas faire l'idolâtrie. Moi je vais faire l'idolâtrie. Moi je vais faire l'idolâtrie. Moi, croyant, fils de croyant, petit-fils de rabbin.
Ouais, mon père, il a fondé la synagogue de Khalad Baba. Toi, tu vas faire de l'idolâtrie. Justement toi. Pourquoi? Parce que comme tu viens d'une grande lignée, et qu'en plus tu as un très grand potentiel, et que sûrement tu as une belle neshama, donc le Yetzirah, il ne va pas te lâcher. Parce que s'il arrive à te pourrir à toi, il pourrit les 14 générations d'après. Donc il ne va pas te lâcher. Et toi, comme un brel, au lieu de fabriquer ton présent, tu t'appuies sur ton passé. Mais tu n'as pas compris que quand tu ne fabriques pas ton présent, tu pourris ton avenir. Ça s'appelle la force d'anticipation. Donc tu sais pourquoi tes grands-parents ils étaient extraordinaires? Parce qu'ils ont bossé. Et tu sais pourquoi tes parents ils étaient extraordinaires? Parce qu'ils ont bossé. Et tu sais pourquoi tu vas te planter? Parce que tu ne veux pas bosser. C'est facile. C'est pas la peine d'embrouiller le mérite des parents, l'Ainara, le shror de la belle-mère, il n'y a pas. T'as rien foutu, tu prends sur la tête. C'est ça que c'est marqué. Oui. Vesamtem et devarai elle alevafrem vanafshechem. Vous placerez ces paroles-là sur vos cœurs et sur votre personne, votre âme. Ouais. Même avant les goïms, ils disaient en mon âme et conscience. Aujourd'hui, ils ne peuvent plus dire en mon âme, parce que c'est assourd d'être croyant. Ouais. Surtout si tu travailles dans les médias. Une fois, je me rappelle, il y a un journaliste, il a dit « Ah, mais c'est pas moral ». Après, il a dit « Excusez-moi, ça m'a échappé ». Je dis « Bah, c'est pas grave. C'est pas grave d'être moral. » Parce que tellement ils ont voulu faire une société qui n'était pas morale, qu'elle soit amorale, elle est devenue immorale. Parce que c'est juste une lettre de différence. Donc il faut de la moralité, c'est bien. Parce que la moralité, elle entretient ta conscience. La conscience, elle entretient ta perception de la réalité. Et ta perception de la réalité, elle fait de toi un être vivant. Donc c'est bien la morale, c'est bien. Mais ils n'en veulent plus. Alors ils essayent de faire la morale de politique, après faire de la morale physique, après de la morale médicale. Mais ils n'arriveront jamais. Ça ne marchera jamais. Pourquoi? Parce que quand la morale, c'est toi qui la fabriques, tu ne peux pas fabriquer une morale qui te dérange. Donc c'est qu'une morale que tu as reçue de quelqu'un au-dessus de toi qui peut te faire grandir. Parce que sinon, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas moraliser ta morale. Donc tous les 10 ans, ils se contredisent. Avant, ils disent, bon, il y a des avantages pour les députés. Maintenant, ça n'est plus possible. Avant, le mec, il pouvait acheter une baraque avec l'argent de l'État. Maintenant, il ne peut plus. En tous les 10 ans, ils remettent en cause. Mais ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce que c'est comme si tu es dans un trou, et pour boucher le trou, tu creuses sur les côtés. Donc c'est vrai que tu ramasses de la terre, mais en même temps, tu agrandis le trou. Donc tu es obligé d'aller trouver de la terre ailleurs pour remplir. Ouais. Dis bien, c'est pareil ici. Vesamtem et devarai, et vous placerez ces paroles-là al levavchem. Qu'est-ce qu'il dit le Sforno? Écoutez bien. Vesamtem, vous les placerez, c'est comme si matlev, ouais, et c'est comme prendre à cœur. Al levavchem, il dit quoi? Les idbonem bam, de réfléchir dessus. C'est-à-dire qu'un juif, il ne doit pas seulement étudier la Torah, il doit réfléchir la Torah. Ouais. Il doit affiner la Torah, il doit affiner sa réflexion sur la Torah, il doit apprendre la pensée des sages, il doit apprendre après l'application de cette pensée, il doit apprendre la loi, il doit apprendre la logique de la loi, il doit apprendre l'esprit de la loi. Après, il va faire la même chose dans la moralité, il va faire la même chose dans la finesse, il va faire la même chose dans la pureté. Donc quelqu'un, il ne doit pas juste être pur, il doit penser sa pureté, il doit réfléchir sa pureté. Ouais, faut être haroum dans les mitzvot, il faut être malin, il faut être racham, il faut avoir un vécu. Sinon, tu peux être un brel avec des diplômes, comme tu peux être un médecin idiot, comme tu peux être un ingénieur lourd, tu peux être aussi un religieux brel. Parce que tu n'as pas été mitbonen. Il dit, les mitbonen, bam, il dit après, ve'al nafshechem, les kayemam beratzon, pour les accomplir avec volonté. Donc ici, le Sforno, il a tout résumé. Bon, j'aurais pu vous dire que ça, mais le cours était très court. Je ne sais pas s'il y aurait eu le même niveau de compréhension. Ouais. C'est que quand c'est marqué, tu les vesamtem devarayele, tu les placeras sur ton cœur. Il a dit les idbonen. Donc la première étape de beaucoup réfléchir. Mais la deuxième étape, ouais, al nafshechem, c'est quoi al nafshechem? C'est les kayemam beratzon, de les accomplir avec volonté. Ça veut dire qu'une personne,
elle doit aller chercher au fond d'elle-même cette énergie incroyable qui vient de l'âme et la mettre dans la chose. En français, on appelle ça le bon gré. C'est quand tu dis bon gré, malgré. D'accord ? La bonne volonté. Parce que tu as une volonté positive, tu as une volonté négative. Donc quand tu parles, c'est bien de parler. Mais c'est encore mieux de réfléchir à ce que tu vas dire. Et au-dessus de ça, il faut que tu réfléchisses à quelle volonté tu vas mettre dans cette parole-là. Parce que si tu réfléchis pas avant de parler, tu vas dire n'importe quoi. Mais si tu as réfléchi avant de parler, mais que tu n'as pas réfléchi à l'esprit que tu vas mettre dedans, tu vas mettre de la méchanceté dans des bonnes paroles. Tu vas mettre de la destruction dans une parole intelligente. Parce que la parole, elle peut être intelligente. Mais l'esprit qu'elle véhicule, ouais, est-ce que ça vient de la haine? Est-ce que ça vient de l'amour? Est-ce que ça vient pour faire avancer les choses? Ou est-ce que ça vient pour détruire? Des fois, j'ai reçu des couples, un petit peu. Donc au début, je les reçois séparément. Après, on s'assoit à 3. Et moi, je leur parle. Puis après, je leur dis, maintenant, vous allez parler. Maintenant, réfléchissez bien. Ce que vous allez dire maintenant, c'est pour construire ou pour détruire? Des fois, je dis un truc, par exemple. Alors, la femme, elle dit, Rav, vous pourriez répéter? Je dis, pourquoi? C'est un demeuré, votre mari? Vous êtes les deux devant moi, il n'a pas entendu, vous croyez? D'accord? Ou alors, je dis quelque chose, et le mari dit, ouais, mais est-ce que tout le monde est d'accord? Ben, a priori, vous n'êtes que deux, hein, donc... Je dis, mais t'es d'accord, toi, d'abord? Elle me dit, mais moi, je suis bien sûr que je suis d'accord, puisque je suis là. Tu m'as pas dit que tu es d'accord. Tu m'as dit parce que je suis là. Moi, je vais entendre que tu dis, je suis d'accord. Pas, c'est évident, puisque je suis là. Parce que le fauteuil aussi, il est là. Depuis des années. Donc lui, ça fait longtemps qu'il est d'accord, d'après toi. Ouais? Non. Tu dis, je suis là, je suis d'accord. Maintenant, quand toi, tu es convaincu que l'autre, il n'a pas bien entendu, ou toi, tu as peur que l'autre, il ne s'est pas engagé, c'est que toi, tu as des doutes. C'est toi qui as peur. C'est toi qui n'es pas clair. C'est toi qu'au fond, tu ne sais pas ce que tu veux. Pourquoi? Encore une fois, c'est marqué ici. Parce qu'il n'y a pas le ratson, il n'y a pas la volonté. Et ça, c'est très important. Ça, moi, je vous dis un truc, ne le prenez pas mal, parce que je sais qu'il y a des gens qui vont se vexer. Mais des fois, quand je rentre au cours, je ne sais même pas ce que je vais dire. Je ne sais pas. Mais je veux le dire. Vous me suivez ou non? Par exemple, je savais que je voulais faire un cours sur la sensibilité. Maintenant, qu'est-ce que je vais dire exactement? Est-ce que je vais tenir compte du plan, ou j'en tiens pas compte, ou je mets la feuille à l'envers? Ouais, c'est pas grave. Mais je veux parler de ça. Vous me suivez ou non? Tu dis, je veux parler du respect de soi. Alors c'est pareil. Tu dois parler à ton fils, il a fait une grosse bêtise. Avant de lui parler, réfléchis bien. Tu veux construire ou tu veux détruire? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux te débarrasser des nerfs qui t'a mis en te prenant l'archouma devant l'école, ouais, avec le directeur? Ou tu veux l'aider, Béhémet, à s'en sortir de son Yetzara pour qu'il devienne quelqu'un de bien et d'autonome? Maintenant, réfléchis bien à la volonté. Parce que c'est celle-là qui va imprégner et c'est celle-là qui va recevoir. Maintenant, tu peux lui dire des paroles mielleuses et lui, il a envie de mourir. C'est pour ça qu'un enfant, quand tu lui fais une tannée, fais la gueule. Et quand tu lui dis des paroles d'amour, sois souriant. Mais si tu le frappes en souriant, il croit que Hitler, il s'est réincarné. Parce que c'est pas marrant de frapper un gosse. Mais si en plus tu t'éclates de rire, il voit que tu es un malade mental. Mais non, n'importe qui a un enfant, il sait qu'en moment, l'autre il te fout tellement les nerfs, tu as envie de le baffer. Et quand tu lèves la main comme ça, tu l'as pas frappé, hein. Mais c'est bizarre, tu as une sensation comme ça de domination, et tu dis, bah, je crois que je vais kiffer la baffe. C'est pas normal. Donc si tu sens que tu vas kiffer la baffe, tu n'as pas le droit de mettre la baffe. Si tu sens que tu ne viens pas pour construire, tais-toi. Si tu sens que tu ne sais pas dans un esprit positif, ouais, va dans la chambre, va mettre un coup de boule dans le carrelage. Tu dis oui, mais je dois bien lui dire, il faut bien que quelqu'un lui dise. Mais là, tu ne vas pas lui dire, tu vas tout détruire, tu vas tout casser, tu vas tout pourrir. Parce que là, tu vas utiliser un missile pour tuer un moustique. Parce que là, tu vas lui détruire sa vie parce que tu as été vexé à l'école ou parce que tu as été vexé au travail ou parce qu'il t'a charrié devant tes copains.
Mais tu vas disproportionner. Et pourquoi tu vas disproportionner? Tu sais pourquoi? Parce que Zélo Beratson, c'est pas en volonté, c'est pas en maîtrise, c'est pas en choix personnel. Là, tu t'es laissé emporter par ta colère. Là, tu t'es laissé emporter par ta susceptibilité, ta maroquinerie, ta tuniserie. Mais c'est pas toi. C'est marqué ici. Ouais. Ve'al nafshechem, ouais, les kayemam beratson. Maintenant, pourquoi il a dit ce langage-là? Les kayemam beratson, pour l'accomplir avec volonté. Parce que toujours quand tu vois nefesh dans la Torah, ça veut dire ratson, ça veut dire volonté. Même quand Avraham Avinu, il a voulu racheter le champ de Ephron, qui était de la tribu des Hittites, ce qu'on appelle des effrontés. Ouais. Il a dit Ki im et nafshechem. Ki im et nafshechem. Normalement, il aurait dû dire Ki im et retzonchem. Ouais, si vous avez la volonté. Il a dit nafshechem. Parce que le nefesh, c'est ou la source de la volonté, d'après certains, ou alors l'orientation de la volonté. Mais quand tu n'as pas la volonté, tu es dangereux parce que tu es absent. Donc vous avez compris qu'en fait, une personne, elle doit être perpétuellement entre connaissance et volonté. Connaissance et volonté. La connaissance, c'est ce qui va te permettre de savoir, et la volonté, c'est ce qui va te permettre de devenir ce que tu sais, de vivre ce que tu sais. Mais si à un moment, tu es capable de sentir que là, ça n'est plus ta volonté, c'est en dehors de ma volonté, alors c'est dangereux. Parce que comme le vide n'existe pas, ouais, donc si c'est pas toi, c'est l'Yetzirah. Donc si c'est pas de la bonne volonté, c'est de la mauvaise volonté. Si c'est pas pour construire, c'est pour détruire. Si c'est pas de l'amour, c'est de la haine. C'est comme ça. Il n'y a pas de parvé. Il n'y a pas de ni chalavi ni basari, il n'y a pas. Ouais. C'est ou de la Touma ou de la Torah. On dit quand la Torah elle rentre, la Touma elle sort. Mais quand la Touma elle rentre, quand la pureté elle rentre, la Torah elle sort. On ne vient pas me dire j'ai gardé ma Torah en travaillant dans un milieu pourri. Non, il n'y a pas. Ah maintenant tu peux perdre ta Torah à la yeshiva aussi. Si tu as la tête tordue. Et tu peux faire tes chevaux dans une boîte de nuit branchée. Si tu as une grande neshama. Mais pourquoi prendre le risque? Donc vous avez compris que la logique, elle est de maintenir perpétuellement cette conscience en éveil. Maintenant, tu n'es pas obligé de le faire dans le stress ou dans l'angoisse. Tu peux le faire simplement parce que tu aimes la vie. Quand tu aimes la vie, ouais, ben, y a un beau paysage, tu ne veux pas le rater. D'accord? Après, c'est un Shabbat, ben, tu vas dire, on va passer un beau Shabbat. D'accord? Et après, tu rencontres des gens intelligents, ben, tu dis, je vais apprendre de leur intelligence. Après, tu rencontres des gens idiots, et ben, tu dis, bah, tiens, voilà, je sais ce qu'il ne faut pas faire maintenant. Ouais. Et tu vois un fumeur qui n'arrive pas à se maîtriser, tu dis, bah, oh Hachem, que je n'ai pas commencé. D'accord? Et tu vois un coléreux qui détruit sa famille, tu dis, je vais renforcer mon calme et ma patience. Donc, tu prends du bien et tu prends du mal. Et c'est ça, vivant. Maintenant, cet état de conscience d'être vivant à chaque instant, pour vivre chaque seconde, oui, s'appelle Simatlev. Mais à chaque fois que l'Yetzirah, il va réussir à te faire enlever la prise, à te faire quitter la réalité, à te rendre insensible, à te rendre lourd, à te rendre non réactif, c'est une vraie question. Est-ce que dans le cumul du temps passé imparti à ton temps de vie, on va compter ces moments-là ou non? Parce que c'est possible qu'on ne les compte pas. Parce qu'ils n'ont pas été vécus. Donc quand on dit quelqu'un il a bien vécu, ouais, c'est pas parce qu'il a vécu vieux. C'est parce que le temps qu'il a utilisé pour vivre, il l'a vraiment vécu. Maintenant, tous les temps où tu ne vis pas, on va essayer de faire que ce soit les plus courts possibles. Ça va? Chazak ou Baruch. Maintenant, juste une chose, après je vous laisse partir.